Salut les Marc, salut les Smart, salut peuple de catch-up, bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau et du slip. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team catch-up, tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, on se retrouve pour commenter le Raw post-SummerSlam. Oui, un Raw historique comme il se doit. Qui se déroulera à San Diego, en Californie, USA, le 1474e Raw du nom. Aux commentaires, la triplette habituelle dorénavant, Byron Saxton, Corey Graves et Jimmy Smith. Vous m'avez peut-être identifié, je suis votre dinosaure masqué, que dis-je? Je suis votre Luchasaurus des podcasts, je suis votre tonton Chris ou tonton Catch-up, et aujourd'hui, pour m'accompagner, pour analyser, décortiquer, encenser ou mettre en PLS cet épisode de Monday Night Raw, eh bien, je ne vais pas vous introduire un partenaire, je ne vais pas vous introduire deux partenaires, je ne vais vous en introduire tout simplement 3 catch-up en Fatal 4-Way. Cet été, c'est la folie à catch-up, on vous a fait tout et n'importe quoi, c'est du catch-up à l'international, au Mexique, au Japon, aux États-Unis, et bah là, carrément, on se dit, bah allez, pourquoi on se ferait pas un petit Raw post-SummerSlam en Fatal 4-Way? Et bah ça va commencer tout de suite, et pour commencer, eh bien, vous allez entendre une voix que vous connaissez, puisqu'il était avec moi et avec l'ignoble Ringside pour commenter SummerSlam, en l'occurrence le Coyote, l'ami Zigote. Salut Zigote. Salut tonton, alors, je suis tout à fait prêt pour cette review historique et inédite. Ah, c'est bien, ça commence très bien. Une autre voix que vous commencez à connaître de mieux en mieux sur Catch-Up, qui m'a accompagné sur le SmackDown. Décidément, tout ça, c'est très frais. Sur le SmackDown de ce dernier week-end-là, avec la fameuse promo entre John Cena et Roman Reigns. On était accompagné également d'un Millennials. Et c'était quelque chose, quoi, cette review Millennials versus Génération X. En l'occurrence, j'accueille l'archange Géliel. Salut Géliel. Salut tonton, salut à tous. Et pour terminer, il est de retour. Il a fait croire à tous les pads qu'il était parti à Ibiza, mais en fait, il était à jouer les tours. Cet homme, c'est l'inamovible, c'est l'insubmersible, c'est l'indestructible Papy. Salut Papy. Bonjour les petits enfants, bonjour tonton, bonjour Dédiel, bonjour Zicat, comment ça va? Ah bah Très bien, apparemment, Papy. ça a pas l'air d'aller là. Ça va bien, si, ça va bien. Non, mais j'avais oublié sa voix, tu as bien fait de préciser qui était Papy, parce qu'on se rappelait plus forcément de lui. Ah, Papy, tu t'es fait bury pendant tes vacances là, mais c'est un truc de fou. Ça y est, les rookies veulent prendre le pouvoir là, moi je te le signale. Hein. Mais c'est quoi ce bordel? Je suis parti même pas 2 semaines, si peut-être 2 semaines quand même, et puis je reviens, il y a du bordel dans le studio, il y a des rookies partout. Méfiez-vous, dès que vous allez repartir, je vous donne une clé là, et vous n'allez pas retrouver la porte d'entrée. Là. Vérifie que ton rond de serviette est toujours là quand même. Faut faire gaffe à ça. Bon, alors il Quel devrait y avoir de bordel. l'ambiance. J'espère qu'on va être largement en désaccord pendant toute cette review, histoire de bien s'engueuler et de bien rigoler. Mais peuple de catch-up, accrochez vos ceintures parce que ce Monday Night Raw, ça est censé être quelque chose après SummerSlam. Mais justement, SummerSlam, on va quand même vous en parler un petit peu. Alors, vous connaissez largement mon avis sur la question, celle de Zigote également, ainsi que de notre Ringside. Je vous encourage à aller écouter la review qui est déjà en ligne et qui est déjà vue par des millions and millions de viewers, et ça c'est formidable, on vous fait des bisous et on vous remercie, mais on va s'adresser en l'occurrence au vieux papy et à l'archange pour savoir un peu ce qu'ils ont pensé de ce SummerSlam. Alors, Géliel, un avis vite fait, un top flop note très vite fait si tu veux sur ce SummerSlam 2021. Ouais, alors très vite fait, moi j'ai bien aimé, je l'ai regardé avec mon Millennials, comme tu dis. Tout n'était pas très très bon, il y a eu des démarrages, ça a été un peu long à démarrer, mais quand même, je retiens quand même certains très gros moments. Alors le match Edge évidemment, même le match dont on pouvait se douter de la fin avec Charlotte, la triple frite, était quand même sympa. Le main event était sympa. Le Damien Priest Sheamus était sympa aussi. Il y avait quelques les matchs finalement les moins bons étaient très courts, donc ça dérangeait un peu moins. J'ai finalement réussi à rentrer dedans après un début un peu poussif comme je disais, donc je mettrais un bon 3,5 moi parce que j'ai vraiment bien aimé. Alors l'ambiance aussi avec le petit joue beaucoup. Le top, le match Edge que j'ai vraiment trouvé ça super sympa. Et le flop, Alexa Bliss, une fois de plus. Désolé, hein, mais je peux plus. La poupée, j'en peux plus. Voilà. Le back-to-back. Alors, mon bon papy anti-atémie, alors, qu'est-ce que t'as pensé de ce SummerSlam que t'as vécu avec un morito dans les mains et un cigare dans l'autre? 4 moritos dans chaque main. 4 moritos dans chaque main.
Non, mais et en fait, j'étais assez partagé. Alors, ça faisait bizarre de retrouver un pay-per-view avec une aussi grande foule et aussi long aussi, parce que ça durait quand même 4 heures, donc ça nous a quand même pas mal. Enfin, ça chamboulait un peu les repères, un peu chamboulé du coup aussi par rapport au son, parce que comme les gens étaient plus loin, bah, ça faisait pas exactement la même ambiance que les dernières foules qu'on avait pu avoir. Mais sinon, globalement, je le trouve pas si mal avec quelques temps faibles. Euh, sur certains matchs, notamment effectivement Alexa Bliss, Eva Marie qui était vraiment sans intérêt. Même le Drew McIntyre Jinder match, je l'ai trouvé vraiment Ouais, ouais. plat et sans saveur. Donc si je devais me donner mon mot de la fin, je dirais de coup le flop, bah, je le donnerais quand même à Goldberg, Lashley, parce que j'ai l'impression que Goldberg était diminué et que bah, en plus ils ont très mal géré ce truc-là. Je sais pas si ça s'est décidé au dernier moment ou pas, mais il avait l'air complètement paumé et les C'était interactions avec catastrophique. MVP, c'était complètement catastrophique. Le fameux coup de canne, là où MVP le donne, et puis t'as Goldberg qui se retourne, puis qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, c'est vrai, on m'a donné un coup de canne, il faut que je l'augmente maintenant. On Oh prend la là là. ramasse, le vieux. Le top, bah, je pourrais le donner à Sheamus et Damien Priest qui ont fait un super match, je trouve. Mais je vais quand même le donner au main event parce que bah, c'était un beau main event de pay-per-view avec deux méga stars, un match plutôt propre, même si Cena finalement, n'y a pas fait grand-chose, je trouve. Et puis bah, l'intervention de Lesnar à la fin qui rajoute la cerise sur le gâteau. Moi, j'aime bien avoir une bonne surprise à la fin, donc ça, c'était super. Et ma note, du coup, je vais donner un bon 3 quand même. C'est pas le meilleur pay-per-view de l'année, mais voilà, ouais, on retrouve un peu les shows très longs avec du coup du remplissage, là, des pistes là-haut, en voilà. Et forcément, t'as les temps faibles, quoi. Du coup, excuse-moi, j'ai pas entendu ta note. 3. Un 3, ouais. Ouais. Donc globalement, plutôt pas mal noté. On a noté aussi plutôt pas mal pendant la review. Et du coup, on quitte Las Vegas, direction San Diego, et on est parti pour eux. Alors juste pour la petite info, drôle ou pas, sachez que Kisly a catché en dark match. Voilà un peu le rôle de Kisly depuis, ça fait plusieurs semaines de suite, qui catch en dark match avant le début officiel du show. Donc voilà un peu où en est Kisly à l'heure actuelle dans le vaisseau amiral. Et en attendant, on va arriver directement dans le vif du sujet, puisque le premier à se présenter sur le ring ce soir, c'est le champion, c'est le Bobby Lashley, qui a donc conservé sa couronne, comme vous venez de l'expliquer, face à un Goldberg piteux. Et donc, c'est MVP qui va prendre la parole, qui va nous expliquer que pour eux, Goldberg, c'était un challenger de taille. Mais voilà, il est un peu désolé parce qu'il pensait pas qu'il amènerait son fils avec lui dans cette histoire. Alors, il considère que Goldberg s'est bien débrouillé à SummerSlam, mais que ça a fait que rendre plus fort et plus furieux son poulain. Il y a qu'une poignée d'hommes finalement dans l'histoire du pro wrestling qui ont battu Goldberg, mais il y a que Lashley qui a pu l'arrêter de cette manière-là. Alors ouais, bon, on va avoir l'occasion d'en parler. Il va féliciter Lashley pour la performance et il va traiter de Goldberg de lâche. Et puis que finalement, il va surtout rappeler et râler après sur l'après-match et le fait que Gage soit venu attaquer Lashley. Et il essaye d'un peu de dédouaner son poulain en expliquant que bah voilà, Lashley, il a fait que se défendre, il se fait attaquer par un gars, il sait pas qui c'est, il n'en sait rien, donc il s'est défendu. Pas de sa faute si c'était un mineur, merde. Alors bon, donc si le public il pense que Lashley il doit des excuses à Gage ou à Goldberg, bah il peut aller se faire en papaouté. Et puis voilà, et là-dessus, MVP et Lashley vont être interrompus par l'arrivée d'un nouveau venu et d'un nouveau champion, puisqu'en l'occurrence, le US champion Damian Priest débarque. Alors un petit peu, on va en parler un peu, peut-être à la surprise un peu générale, malgré tout, parce qu'il est là, parce qu'il cherche à comprendre. Il explique qu'il traite Goldberg de lâche parce qu'il s'est blessé et qu'il pouvait pas continuer. Bah, Priest, il dit, bah ok, mais moi je suis en pleine forme. Je suis venu pour challenger Bobby Lashley ce soir en 1 contre 1. Et si jamais tu refuses, mon gars, ça sera toi le lâche. Là-dessus, Lashley va commencer à attaquer Priest, mais il va envoyer le champion de Raw à l'extérieur du ring. MVP lui dit que si Priest veut Lashley, il va l'avoir, mais que d'abord, Lashley, il doit aller se changer. Et là-dessus, coupure pub, et là-dessus, on envoie les chroniqueurs de catch-up pendant la coupure pub. Alors, on va commencer avec Géliel. Alors, Géliel, le champion est dans le ring, et tout à coup, Damian Priest. Mais que se passe-t-il? Bah, j'ai bien aimé l'intro. Alors j'ai trouvé que MVP en faisait beaucoup sur le côté il a pas fait exprès, excusez-nous, Ouais. etc., etc. Et alors du coup je me suis dit c'est pour maintenir Goldberg, etc. Dans le title picture pour avoir son rematch. Et quand j'ai vu arriver Damian Priest, voir derrière ce qu'on va voir, enfin la suite après.
en fait, je me suis dit que ça pouvait tout à fait être un truc qui fermait le truc. En fait, il disait bon, on n'a pas fait exprès, au revoir, voilà, et on passe à autre chose. Je suis pas persuadé, il faudra voir comment ça va se dérouler, mais j'avais un peu cette impression-là. En tout cas, j'aime beaucoup ce que devient et ce qu'est Damien Priest en ce moment. Il est allé confronter directement Lashley sur le ring, les yeux dans les yeux, comme tu dis, avec toujours cette manière de s'exprimer avec un petit sourire en coin, très sûr de lui, ça passe hyper bien. Vraiment, j'ai bien aimé ce premier segment. Zigote? Bah, moi, oui et non. Je suis un peu mitigé parce que après, pré-show. bon là, en pré-show, ouais, comme non, ouais. Bah, Raw lui-même est un pré-show de toute façon, en général. Mais ouais, j'étais mitigé parce que le fait que Damien Priest arrive sur le ring pour se confronter à Lashley, j'aime bien parce que dans le sens, c'est pour montrer, regarde, moi aussi, je suis champion d'hier, donc il impose il met ses coronets sur la table pour montrer, regarde, moi aussi. Après, ce qui m'ennuie là, c'est à ce moment-là, c'est je me dis bah ouais, au bout du compte, regarde, ça a fait un truc champion face à champion, et du coup, où sont les challengers à ce moment-là? Si c'est au bout du compte avoir potentiellement Damien Priest, futur challenger de Bobby Lashley, ça m'intéresse pas parce que ça fait du coup deux ceintures qui se retrouvent. En gros, il y a une ceinture qui se retrouve sans prétendant et ça fait les matchs champion contre champion. Je suis pas toujours très très fan. Après la promo d'MVP sans plus revenir, c'est un peu long pour revenir. Genre c'est pas, on l'a pas fait exprès. Enfin, on n'est pas des lâches, tout ça. Ouais, ça me met pas forcément en bonne route pour la suite du show. Papy? Ouais, pareil, un peu partagé, parce que déjà, ils prennent une sacrée hit, Lashley et MVP. J'arrivais pas à déterminer, c'était parce que le public était à fond dans leur jeu en disant vous êtes des méchants, on vous hue, ou si c'était parce que le match d'hier était vraiment merdique, enfin d'avant-hier en l'occurrence, vu que c'était samedi, était vraiment merdique. Et donc, du coup, on eu un peu la rivalité et l'histoire avec Goldberg. Donc moi j'aurais plutôt penché de ce côté-là en disant qu'en fait c'était vraiment une hit parce que c'était vraiment pourri ce qu'ils avaient proposé au pay-per-view, et que le public du coup ne voulait pas voir la suite, et donc qu'on parle du Fist of Size, un peu rien à battre. Priest par contre, bah, lui finalement arrive en tant que nouveau champion, donc finalement c'est un peu le nouveau champion qu'on présente souvent au début des shows. Et quelque part, alors moi je suis content pour lui parce que Priest, il a fait une belle prise de titre et ça le place tout de suite comme un des mecs sur qui il faut compter, parce que bah, quand tu confrontes le champion du monde, c'est quand même pas mal. Par contre, tu peux le voir aussi dans l'autre sens en disant, bah, c'est-à-dire que Lashley, il est au niveau du champion US, quoi. Ah, pas forcément exceptionnel. Donc, Ouais. bon, attendons de voir la suite. Ouais, alors moi je reviens du coup sur ce que j'ai dit à SummerSlam puisque je me suis complètement planté et je fais mon mea culpa en direct parce que moi j'étais convaincu que Goldberg allait revenir et je m'attendais vraiment à voir Goldberg revenir dans ce segment d'ouverture parce que je me doutais largement quand même que c'était Lashley qui allait ouvrir Raw. En général, c'est toujours le champion qui ouvre le Raw post-SummerSlam ou post-WrestleMania et ça n'a pas échappé à la règle. Et vraiment, moi j'attendais Goldberg et j'ai été vraiment extrêmement surpris de voir Damian Priest. Après, je vous rejoins à peu près tous. La promo était était sans plus. C'était pas, voilà, peut-être un peu trop effectivement d'excuses vis-à-vis de ce qui s'était passé. J'ai trouvé ça presque bizarre. Alors qu'ils avaient récupéré la hit qu'ils avaient perdu finalement à SummerSlam, puisque au bout de quelques minutes entre Goldberg et Lashley, c'était Lashley qui se faisait supporter, qui avait de la pop. Donc c'était à plus rien y comprendre, quoi. Donc bon, voilà, c'était sans plus. Mais c'est surtout vers quoi ça va nous amener. Alors là, je vais vous décrire, il va y avoir 2 segments consécutifs parce qu'on va tout englober en un bloc. Et du coup, ça va envoyer un match. Bobby Lashley s'est finalement changé. La pause commerciale, c'est terminé. Les chroniqueurs de catch-up ont arrêté de parler et on est tous concentrés pour un Damian Priest versus Bobby Lashley qui va durer 1 minute 30, les amis. Ça va être extrêmement rapide. Lashley va avoir le temps de porter un flatliner. Il va se positionner pour le spear, mais Priest va répondre. Il va pas se laisser faire comme ça. Il va poser quelques kicks. Il va mettre sa fameuse clothesline. Et au moment où on sent qu'il commence un peu à être chaud et à revenir, et ben c'est Sheamus qui va débarquer, qui va venir attaquer le Portoricain. Il va s'en prendre à Priest à mort. Lashley va venir se joindre à lui. Pendant qu'on est deux, allons-y, tabassons-le. En stéréo. Là-dessus, il y a la musique du bel homme de Drew McIntyre qui va se déclencher et l'Écossais va arriver en cavalant sous une grosse pop, grosse pop de Drew quand il arrive dans ce Monday Night Raw. McIntyre, il va se débarrasser de Sheamus assez vite avant d'aller brawler avec Lashley dans un coin du ring. Finalement, McIntyre et Priest
ils vont reprendre un peu le momentum. Ils vont envoyer Sheamus, Priest va envoyer Sheamus carrément par-dessus la barrière d'insécurité. McIntyre, lui, va porter une belly to belly à Lashley devant la table des commentateurs. Allons-y gaiement. Ensuite, il va s'amuser et il va continuer. Il va porter une souplesse à Lashley à travers la table des commentateurs. Pause commerciale. Non, les chroniqueurs ne reprennent pas la parole parce que derrière, on va renchaîner par un tag team match playa. On serait cru au SmackDown des années Teddy Long. Drew McIntyre, Damian Priest versus Sheamus et Bobby Lashley. Donc là, on va avoir un match quand même beaucoup plus consistant, puisque là, on va passer sur un match de 14 minutes. Un vrai tag team match, finalement, comme j'ai presque envie de dire que Raw nous donne rarement, parfois, en termes de timing. Donc là, vraiment, les quatre, on va en parler, mais là, il y a, si vous aimez la viande dans le ring, si vous aimez la barbaque, là, je pense que là, on est servi avec ces quatre-là. Et donc, du coup, ça va donner un match assez stiff en plus. Et bien sympa. Sheamus va vouloir finalement porter son bro kick sur McIntyre, mais notre Écossais va le contrer. Il va frapper Lashley violemment dans le coin. Lashley va se retrouver à l'extérieur. Ça a attiré l'attention de Priest qui s'était déjà pris un coup de genou, je crois, au préalable par Sheamus. Et finalement, après cette session-là, Lashley, en fait, il en a tout simplement marre et il se barre. Il décide d'abandonner Sheamus comme ça en plein milieu du ring avec MVP. Il se tire tranquille. Pendant ce temps, le tag, il est fait entre les faces à McIntyre qui va aller porter son Claymore à Sheamus pour le décapiter. Victoire des faces. 1, 2, 3. Ouh! Double confrontation. Damian Priest fait son entrée dans la cour des grands et au final, on a un match de Powerhouse. Papy, je sais que t'aimes la viande, donc je pense que t'as été servi. J'ai été plutôt servi effectivement sur le line-up du match avec 4 gars que en plus j'aime bien. Donc c'était plutôt agréable de les voir s'affronter. Le scénario du match par contre me laisse un poil perplexe parce que on a vu Lashley détruire comme pas mal Damian Priest avec ce qu'il a fait un peu ce qu'il a fait à Goldberg la veille, c'est-à-dire le balancer à maintes reprises dans le coin du ring. Et au final, du coup c'est McIntyre qui finit le match, qui du coup finit grandi, mais McIntyre peut pas être challenger à Lashley. Priest, du coup, je pensais qu'il allait avoir la victoire pour histoire d'être un peu pushé, pour être bien haut, mais c'est pas lui qui prend la victoire. Ouais, alors c'est chelou comme choix. on peut quand même juste signaler que avant ces deux matchs, Damian Priest, il est invaincu depuis le début de l'année 2021, depuis qu'il est dans le main roster. Il a encore jamais perdu un match. Et au final, il ne perd pas parce qu'il gagne le premier match de 1 minute 30 par DQ face à Bobby Lashley et il est quand même déclaré vainqueur en tag team avec Drew McIntyre. Donc quand même, Damian Priest perd pas. Oui, mais c'est pas lui qui fait le tomber. Tu vois. Je pensais vraiment C'est qu'il pas allait lui, faire le tomber, histoire de dire on capitalise vraiment sur sa montée en puissance. Et en plus, tomber sur Sheamus, ça aurait pas été embêtant vu que c'était le gars qui l'ait vaincu la veille clean. Ouais. Donc, mais bon, c'est pas grave. Et après, voilà, mais je suis perplexe parce que je me demande vraiment où ça va aller cette affaire avec Drew qui effectivement est redevenu populaire. Je pense que ça fait du bien la petite pause avec Meal, mais comme je disais, il peut pas affronter Lashley, donc peut-être une impasse là-dessus. Zigote, t'en penses quoi de ça? Ou alors, Drew vient essayer de titiller Damian Priest pour le titre intercontinental, mais en des matchs face contre face, c'est rare. Mais je vois pas trop ce moment-là du show où tout ça va en venir, parce que Goldberg pour le moment pas là. Après, du coup, il y a le match croisé entre Sheamus et Damian Priest, où donc du coup, je suppose quand même qu'ils vont faire un match revanche. Mais là, ouais, on a un peu, on a les quatre meilleurs catcheurs du roster de Raw en termes de déjà 2 avec 2 titres et un champion du monde, un champion intercontinental et des anciens champions. Mais je sais pas trop, effectivement où ça va mener. Le combat était plus que correct. Après la barbaque, comme Papy, moi j'aime bien les 4. J'aime bien 3 catcheurs ennemis présents sur le ring. Damian Priest, tout doucement, arrive à me plaire au fur et à mesure des semaines. Mais après, en termes de combat, l'opener, il met en route. Mais ça aurait été ça aurait été un peu plus sympa que tout le micmac d'avant, genre un peu moins longtemps, pas le blabla Priest, Lashley, pub, je me change, je reviens. Je trouve que ça moi, c'est le genre de truc qui
déconnectent un peu du show. Ils auraient dû foutre le tag team, enfin l'intervention plutôt dans le truc, dans la première promo. En fait, ils auraient dû tout mettre d'un coup, la promo avec Lashley, Priest, les interventions tout de suite dès la fin, et après faire le tag team. Parce que je trouve que là, c'est 10 minutes de perdu, alors qu'au bout du compte, on pourrait avoir des super combats comme celui qu'il y aura après beaucoup plus longtemps. Géliel. Moi, je rejoins un peu Papy, là, c'est bordélique à suivre, quoi. C'est-à-dire que en tant que tel, entre les cordes, là, c'était sympa. Franchement, ça envoyait dans tous les sens, et effectivement, c'est des gros machins, mais qui sont quand même tous en très très grande forme, donc ça va vite, ça part fort, ça tape. Alors juste le petit truc, je me souviens plus, c'est Drew McIntyre qui balance Bobby Lashley. En tout cas, la table des commentateurs, elle le casse pas, c'est dommage. Ouais, Mais sinon, ça part un peu dans tous les sens. Moi, j'ai bien aimé. La fin, c'est un peu aussi bizarre. Enfin, on ne sait pas comment ça se positionne, quoi. Donc, si c'était un truc pour dire, on est tous ensemble, on fait un gros match et on s'amuse, et c'est plaisant. Au niveau des histoires, c'est brouillon, quoi. Sans se dire qu'en plus, peut-être qu'avec Crown Jewel qui arrive, peut-être que Goldberg, il va peut-être revenir, donc ils peuvent pas forcément construire un truc trop fort, trop long maintenant. Enfin, bordélique, quoi. Le moment était sympa, le match était très sympa. Je suis pas sûr que ça construise ou que ça monte ou que ça fasse baisser grand monde, ce truc-là, en dehors du brawl, quoi. Voilà. Je suis d'accord avec Gilles, en fait. La crainte, c'est qu'ils gagnent du temps en attendant que Goldberg revienne. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu, moi. Je me suis dit, merde, ils construisent de rien pour que Goldberg il reste challenger numéro 1. Ouais, c'est possible, ouais, c'est possible. Moi, j'ai juste vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé le combat, quoi. Voilà, on a 14 minutes de gros catch avec 4 mecs que j'aime bien pour le coup. Donc vraiment, je pouvais difficilement me plaindre. Je me suis dit il y avait pas finalement, il y a pas tellement d'histoire derrière tout ça. J'ai l'impression quand même que la WWE veut garder Drew McIntyre très fort. Je pense que c'est pour ça que c'est lui qui a eu droit au tombé. Ils ont toujours un projet avec lui et ils veulent pas s'arrêter. C'est quand même l'homme de l'année 2020. Qu'aura quand même tenu à bout de bras Monday Night Raw pendant tout le Corona Mania. Et je pense que Drew McIntyre, dans la hiérarchie, il est au-dessus de Damian Priest pour l'instant. Et que je pense que c'est grâce à ça qu'il a eu droit au tombé. Mais en tout cas, 14 minutes comme ça de tag team avec ces 4 catcheurs-là, moi, je t'avoue que j'en prendrais bien tous les lundis parce qu'on n'est pas gâté comme ça tous les lundis par rapport à ce genre de match, quoi. C'est sûr. Donc c'est déjà ça. C'était déjà ça de prix. Allez, je vous propose, on va faire un package féminin maintenant. Ok. Allez. Comme ça, on va passer les femmes en revue et on attaquera la suite derrière. Alors, les femmes, ça va commencer d'abord par le récap de l'histoire entre Eva Marie et Alexa Bliss. Si vous avez suivi SummerSlam, ça y est, ça a splitté entre Doudrop et Alexa Bliss. Doudrop sera d'ailleurs interviewée en expliquant qu'elle aimait pas trop finalement le nom que lui avait donné Eva Marie, mais que quand même elle va le garder. L'écossaise, parce que c'est aussi une écossaise, Piper Niven, faut le savoir. Elle explique que Eva Marie la rabaissait, mais que dorénavant c'est plus comme ça que ça va se passer, que la prochaine fois qu'elle verra Eva Marie, Eva compte bien s'occuper d'elle. Et qu'est-ce qui va se passer? Eva Marie va attaquer Doudrop salement par derrière avant de la laisser au sol. Le split de la low card féminine, messieurs, entre Eva Marie et Doudrop. Alors, très vite fait là-dessus, Zigote. Du haut niveau. C'est la storyline de l'année. Là, je pense qu'elle est dans les catch-up awards de fin d'année, mais dans le top. Oh, j'y crois très fort aussi, quoi. Géliel. Ah, c'est mon top, sans discuter. Spoiler, allez, direct. Hop. Papy. Non, mais rien à rajouter. Ok. Allez, on continue avec les filles. Dans ce Monday Night Raw, alors vous avez suivi un peu Peuple de catch-up. Là, on fait pas les choses dans l'ordre chronologique. Là, on va vraiment faire un package. On va parler de l'intégralité de ce qui s'est passé avec les filles. Donc, on continue avec Charlotte, qui est sur le ring. Alors, Charlotte, elle a pété des gueules à SummerSlam. Elle a repris la ceinture féminine de Monday Night Raw. Elle est dorénavant 12 fois championne à la WWE. Donc il faut pas lui en compter, et ce soir elle est là pour faire fermer des bouches, et je pense qu'elle va y arriver largement. Elle va se choper la hit qu'elle a l'habitude de prendre dès le départ, puisque d'entrée elle va commencer en se vantant d'être la lutteuse la plus décorée de l'histoire et que plus personne ne peut être comparé à elle dorénavant. Elle explique aussi qu'elle va garder la ceinture aussi longtemps qu'elle le voudra et non pas comme elle le pourra, et qu'elle n'a pas besoin d'amis, pas besoin de famille, coucou papa, pas besoin du WWE Universe. Tout ce dont elle a besoin, c'est du titre. Et le titre, il est sur ses hanches. Alors,
c'est quand même la queen, donc elle désire permettre aux fans d'admirer tout son talent, celui que seul Dieu a pu lui donner. Hein. Elle fait même référence à God, c'est quand même énorme, et qui fait d'elle notre Raw Women's Champion. Agenouillez-vous, bande de gueux. Et après le passage désastreux, comme elle le dit elle-même, hein, attention, ce ne sont pas les mots de votre tonton. Après le passage désastreux de Nikki H en championne, elle est venue restaurer un peu tout ce bordel et redonner la fierté que c'est de regarder Raw en tant que fan. Flair, elle va continuer, elle va nous expliquer que c'est elle qui a démarré la Women's Revolution. Ce soir, elle en démarre une nouvelle. Et que surtout, faut pas oublier de plier le genou devant la reine. Agenouillez-vous, bande de gueux, je le répète. Elle va quand même être interrompue par l'arrivée d'Alexa Bliss avec Lily, puisque Alexa Bliss ne se sépare plus de sa poupée. Et c'est donc Alexa Bliss qui va apparaître sous Titantron avec un micro en main. Elle va féliciter Flair pour son succès et lui dit que Lily et elle voulaient lui dire quelque chose. Et ce quelque chose, c'était juste aïe. Voilà, ça c'était la promo d'Alexa Bliss, les amis. Bon, le constat là, quand même, là, c'est qu'on a une nouvelle championne à Monday Night Raw. On a dorénavant une nouvelle contender qui vient de s'afficher ouvertement. Est-ce que c'était ce que vous attendiez? Est-ce que c'était ce que vous vouliez? Est-ce que c'était quelque chose que vous désiriez, mon cher Zigote? Oh, Hell the Queen. Alors, sans souci, parce que du coup, là, comme on en avait déjà un peu discuté dans la review de SummerSlam, voilà, Charlotte, c'est la patronne depuis des années à la WWE, hein, de toute façon, de manière générale. Et c'est pas avec les adversaires qu'elle a eu hier c'est pas à l'heure actuelle, c'est pas avec les adversaires d'hier qu'elle a eu à SummerSlam, pardon, qu'on va pouvoir faire quelque chose. Oui, elle a beaucoup de titres, oui, ça c'est sûr, mais quand tu la vois arriver sur le ring, la promo que j'ai trouvée plutôt très bonne, la petite référence à son père, qu'elle a pas besoin de la famille et tout, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Quelques petites, enfin voilà, la promo franchement de qualité. Je suis moins convaincu en revanche par ce qui va venir avec Alexa Bliss et Lily, parce que je m'étais peut-être dit qu'on passerait peut-être à autre chose avec Alexa Bliss. Hein. J'ai déjà donné assez mon avis dessus. En général, c'est malheureusement la reine des flops sur les Monday Night Raw. Voilà, le futur combat peut être correct, mais promo très bonne, mais ce qui va venir ne m'emballe pas du tout. Papy, t'es un peu plus chaud ou t'es encore plus froid? Je suis au même niveau, je pense, on va dire tiède aussi. La promo est très bonne, effectivement. Alors, par contre, c'est bizarre, j'ai pas fait attention, mais j'ai l'impression qu'ils ont balancé sa musique en plein milieu de promo et qu'elle a repris pour refinir derrière. Mais en tout cas, elle a une nouvelle fois bien manipulé la foule comme elle sait faire. Et tout au long de sa promo, je me disais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir lui envoyer, parce que clairement, ils allaient devoir lui envoyer une nouvelle challengeuse. Et je voyais pas Bliss du tout venir, donc j'ai surpris de la voir sortir. Et en même temps, je me dis, effectivement, si demain tu devais faire un applaudimètre, on va dire, entre toutes les filles du roster d'Euro, je pense que Bliss serait certainement la plus haut placée, quoi. Donc, quelque part, en termes de star power, c'est la meilleure. Mais par contre, en termes de confrontation avec Charlotte, je me dis que, enfin voilà, tout ce que fait Bliss depuis début d'année, c'est merdique, clairement. Charlotte, tout ce qu'elle fait, généralement, elle arrive à sortir le meilleur de ses adversaires. Donc, j'espère que la qualité de Charlotte prendra le pas sur la merdicité de Bliss. Chiliel? J'ai trouvé la promo sympa, en plus parfaitement méritée. Hein. Tout ce qu'elle dit, c'est on ne peut plus vrai. Il y a juste un petit moment, elle fait elle dit la female la plus titrée, et en fait, elle dit après qu'elle veut continuer, etc. Et je sais pas pourquoi à un moment je me suis dit qu'elle pourrait tout à fait aller chercher également le titre suprême de plus titré, mais tout WWE confondu en fait. Et il y a eu un moment dans la tournure de phrase où elle aurait pu le dire. Enfin, je me suis dit, ça pourrait être amené là-dessus. Elle n'y est pas allée, mais en fait, elle pourrait tout à fait. Elle est, vu l'âge qu'elle a, vu l'âge de ceux qui sont côté mâle, donc enfin côté en anglais, le détenteur des records, elle peut y aller quoi. Elle peut largement y aller et devenir la plus grande détentrice de titres de la WWE quoi. Donc voilà, à part ce petit truc-là, la promo était sympa. Je l'ai trouvé comme un poil longue.
même si vraiment juste sur tous les points. Et alors par contre, l'arrivée d'Alexa Bliss, je suis atterré, quoi. Vraiment, Ah ouais? je sais pas qui, ah ouais, je sais pas qui on aurait pu mettre en face. Mais là, enfin, son dernier match, c'est contre Eva Marie, qui est aussi catcheuse que moi à peu près, et elle l'a gagné. Enfin, le match a été merdique au possible. Elle est pas montrée très très forte. La magie, ça prend enfin, ça prend pas, même auprès de mon millénial, ça prend pas. Donc, enfin, c'est vraiment très compliqué. Et donc là, on parle quand même d'une des meilleures catcheuses de sa génération, voire historique, qui a un physique de fou, une technique de fou, un mic de fou. Bah, qu'est-ce que ça va donner, quoi? Qu'est-ce que ça va donner? Moi, j'ai pas envie de voir ça, quoi. Très clairement, j'ai pas envie de voir ça. D'accord, OK. Et bah, écoutez, moi, je vais peut-être vous surprendre, je pense, mais alors moi, déjà, je trouve beau. Sur la promo de Charlotte Flair, je crois qu'on est unanime. Moi, j'ai trouvé la promo de Charlotte excellente. Je l'ai trouvée excellente à SummerSlam. Je trouve qu'elle avait fait un grand match. C'était vraiment le ring général et vraiment, je l'ai trouvé énorme. Et elle a confirmé pendant cette promo, elle se met le public, mais comme elle veut. Franchement, elle est capable. Elle est capable aussi. Elle a des mimiques selon les réactions. On sent bien qu'elle est à l'écoute de ce qui se passe dans la salle, quoi. Et qu'elle va renchérir selon les moments et tout. Enfin, elle maîtrise vraiment son art au micro, Charlotte. Et comme je considère qu'elle le maîtrise aussi entre les cordes, bah, elle a beau agacer énormément tout un pan du WWE Universe, et ben elle le dit très justement dans la dans la promo en fait. Donc pour moi, on est pas loin de la masterclass de la part de Charlotte, quoi, là, sur cette promo, quoi. Et effectivement, Géliel, là, je te rejoins sur un truc, c'est que oui, elle pourrait très bien commencer à dire, ouais, non, mais moi là, maintenant, moi, je suis à la chasse au record du nombre total de titres de champion du monde, quoi. Mais je pense que ça va venir. C'est juste parce que là, on en est qu'au 12e. Mais quand elle va arriver au 14e, 15e, parce que ça arrivera, là, on va commencer à en parler, quoi, et ça sera Peut-être, quelque ouais. chose. Après, sur l'arrivée d'Alexa Bliss, alors là, moi, je suis un peu en désaccord avec vous trois, finalement, parce que moi, c'était elle que j'attendais, pour le coup. J'aurais aimé, alors, au niveau cœur, ce que j'aurais aimé, c'est que ça soit Asuka qui débarque. Alors là, Asuka serait ma chouchoute aurait débarqué. Là, ça aurait été que du bonheur, mais bon, ça n'a pas été elle. Donc, du coup, c'était Alexa Bliss, et pour moi, c'était le truc le plus logique à suivre. Déjà parce que je ne voulais surtout plus qu'on entende de parler de la rivalité Alexa Bliss, Eva Marie et compagnie. Ça fallait que ça disparaisse. Et ensuite, pour une raison un peu pas forcément liée au fait que j'adore Alexa Bliss, mais liée au fait que pour moi, c'est le nom qui claque le plus dans la division féminine à Raw. C'est la catcheuse, la superstar la plus populaire sur les réseaux sociaux. Qui joue énormément avec ça, alors après, ça c'est du merch, mais elle marche énormément au niveau de ses t-shirts, de ses produits dérivés. C'est une petite mine d'or, hein, Alexa Bliss, mine de rien, pour la WWE. Hein. Elle fait partie des filles qui vendent le plus, quoi. Et elle est grave aimée aux États-Unis, mais grave. Mais moi, m'occupant du Twitter de Catch Up, je peux vous assurer que c'est incroyable. Les fans américains, comment ils sont avec elle, quoi. Elle a des fan clubs dans tous les sens. Donc. Pour mettre du star power, je crois que Papy en a parlé un peu, mais pour mettre du star power, bah ouais, moi je trouve qu'Alexa Bliss, finalement c'est une bonne pioche. Alors là, c'était un peu pourri. Ce qui était un peu pourri, c'était son truc avec la poupée et puis le fait de faire aïe, etc. Parce que tout le monde sait globalement qu'Alexa Bliss, elle est capable de faire de bonnes promos, qu'elle est à l'aise au micro. Après, ce qui se passe dans le ring, ça laisse un peu plus à désirer, mais globalement, je trouve que le choix de la WWE avec Alexa Bliss est assez logique, quoi. Alors moi, si je peux me permettre, Vas-y, tu peux te permettre. que du coup, tu parles d'une japonaise qui aurait pu affronter Charlotte, à Asuka, qui est dans mon cœur aussi. Mais bon, je pense que c'est du déjà vu. Mais sachant que nous sommes sachant que nous sommes post SummerSlam, est-ce que c'était pas juste, est-ce que ça aurait pu être pas mal, comme dans les années précédentes, de faire les petites montées ou retours et peut-être de faire monter Yoshirai contre Charlotte Flair, tu vois, ça aurait pu être faut que t'attendes début octobre pour ça. tu vois, ça m'aurait. Là, tu vois, je me serais dit, ah, ok, là, c'est bon, là, je suis d'accord, là, c'est bon, je suis chaud pour le. Même si la fête, elle est pourrie, je suis à fond sur le match. Ouais, bon, en termes de star power, c'est pour. Ouais, c'est sûr. C'est sous Asuka, quoi. Hein. Autant prendre Asuka dans ce cas-là. Hein.
Ah bah vaut mieux Asuka que Yoshirai, c'est clair. En termes de mainstream, face aux foules de la WWE, ouais, t'as 1000 fois plus de pop avec Asuka qu'avec Yoshirai. Yoshirai, aussi bonne catcheuse soit-elle, ça va être dur cette montée dans le main roster, parce que c'est dur pour tous. Oui, c'est clair. Donc, Mais à un moment donné, comme d'habitude, s'ils les font pas monter ou s'ils essaient pas de faire ou toujours faire du réchauffé, à un moment donné, on n'avancera pas trop et on aura toujours l'impression, surtout à Raw, où on a l'impression de ces longueurs, où on a un peu l'impression de voir toutes les semaines, toutes les mêmes confrontations, etc., etc. Le seul truc à faire et qui aurait dû être fait, en fait, c'était plutôt de mettre Becky Lynch côté Raw, quoi. En fait. Mais je me demande Et si là, ils ont c'est- fait pour la blessure de Sacha Wa. Ouais, C'était ouais. clairement l'idée, quoi, pour moi. C'était que Becky. Enfin, ça me semblait Non, logique mais- que Becky démarque la Raw. Ouais, derrière ça, il y a le pouvoir de la Fox, quoi. La Fox, elle veut du star power et Ils ont toutes les SmackDown. stars. Mais ouais, mais pour la Fox, c'est pas assez. Voilà, il faut que ça dégueule de stars. Et t'imagines un peu le coup quand même qu'a fait SmackDown à SummerSlam ce week-end, quoi. C'est Ouais, c'est- costaud, c'est- hein. c'est énorme, quoi. Brock Ils ont Lesnar pris les et deux plus Becky gros Lynch, noms. quoi. Ils ont pris Ouais. les deux plus gros noms du circuit actuel. C'est ouf, quoi. C'est un truc de dingue. Allez, on va Je sais chez. pas si. Je sais Oui, pas si vas-y, à moyen Gégal. terme, je sais pas si à moyen terme c'est un super calcul d'avoir un show si fort Ouais, et ouais, un mais moi autre je suis. Alors complètement là, déséquilibré, on quoi. pourra en parler à la fin, mais je suis carrément d'accord avec toi. Et avec Zigote et Ringside, on en a parlé aussi pendant SummerSlam de ça. Ouais. Donc, si vous nous avez écouté, on a effectivement eu déjà ce débat-là, quoi, sur le déséquilibre énorme qu'il y a entre Monday Night Raw et SmackDown. Et Ils creusent. ça s'est tellement vu à SummerSlam, c'était tellement criant. Tu prends la liste des matchs de Raw et la liste des matchs de SummerSlam de SmackDown à SummerSlam, c'est incroyable le différentiel qu'il y a entre les deux brands, quoi. C'est fou. Allez, on reste chez les femmes, les gars, pour finir sur le package des femmes. On aura eu un petit segment backstage avec Nia Jax et Shayna Baszler qui se retrouvent un peu. Shayna Baszler, elle est vexée que Nia Jax, en fait, ait été la coéquipière de Charlotte la semaine dernière. Elle lui dit que quand elles sont toutes les deux ensemble, elles sont inarrêtables, elles sont des forces inarrêtables et elles vont pouvoir le prouver maintenant puisqu'elles vont avoir un match tag team entre Nia Jax, Shayna Baszler versus Rhea Ripley et Nikki Cross qui font tag team pour l'occasion. Alors, on sait pas trop. C'est présenté de manière un peu étrange et du coup, on sait pas trop. Ça a l'air d'être un peu dysfonctionnel. Rhea Ripley a pas forcément l'air d'être super contente d'être là, mais elle fait bonne figure parce que Nikki, elle est gentille et tout. Donc, du coup, ça nous envoie sur un match qui va durer 10 minutes 15. Nikki Cross va pas faire grand chose du match. Le peu où elle sera dans le ring, en fait, elle va subir. C'est à chaque fois sur les tags avec Rhea Ripley que Rhea Ripley va remettre de la sauce et va remettre de la puissance un peu pour contrer Nia Jax et Shayna Baszler. Finalement, Ripley va sortir un gros missile dropkick sur Shayna Baszler. Jax va vouloir sauver sa coéquipière, mais sa tentative de splash va être évitée par Ripley. Jax va retomber du coup sur Baszler malencontreusement sur ce splash, dommage. Et Ripley du coup va envoyer Nia Jax à l'extérieur du ring. Cross va prendre de la hauteur pour quasiment son seul move offensif du match. Je tiens à signaler quand même parce que c'est assez fou en 10 minutes. Et elle prend de la hauteur, elle monte sur le turnbuckle et elle va poser son crossbody sur Baszler. Ripley va enchaîner avec un coup de boule, son Riptide, victoire de Rhea Ripley et de Nikki Cross. Une Nikki tout en joie, une Rhea Ripley un peu plus en retenue. Est-ce que cette victoire sert à quelque chose ou est-ce qu'elle avance quelque chose dans cette division féminine? Je n'en suis pas trop sûr, mais ça, on va voir ça avec vous tout de suite et tout de suite avec le papy. Moi, je pense qu'elle sert à quelque chose, cette victoire. Parce que moi, je pense qu'on part vers une association long terme. Enfin, long terme. C'est jamais vraiment très long chez les filles. Mais moyen terme, on va dire dans ces cas-là, entre Nikki ASH et non pas Nikki Cross. Ouais, excuse-moi, j'ai Tonton. pas arrêté de l'appeler Nikki Cross, effectivement, ouais. Nikki ASH et Rhea Ripley, en fait. Ils ont rappelé avant le match qu'elles fonctionnaient plutôt bien ensemble. Là, elles gagnent contre les anciennes championnes. Avec, j'ai trouvé, alors même si effectivement Nikki a pas eu tant d'attaques que ça, ils ont quand même plutôt bien. La chimie était plutôt bonne entre les deux filles, j'ai trouvé. Comme souvent, quand tu as une tag team avec un grand ou une grande et un petit ou une petite, ça marche plutôt bien ces combinaisons-là. Je pense qu'ils peuvent travailler là-dessus, surtout que ça permettra un peu de les occuper. Et puis, Rhea, ça lui permettra de continuer à avoir des matchs régulièrement dans le main roster.
Mais voilà, donc par contre, j'étais un poil déçu de revoir Naya et Jax et Baszler se remettre ensemble parce que je pensais qu'elles allaient splitter. Là, elles se remettent ensemble. Allez, je croisais les doigts. Je pensais que c'est juste pour mettre en valeur les deux autres filles et qu'elles vont vite chacune reprendre leur chemin parce que je pense qu'elles ont de l'avenir en solo désormais, ces filles. Géliel? Alors, de mon côté, j'ai deux avis. Moi, j'ai trouvé le match assez sympa. Par moments, ça a viré un peu comedy wrestling. La Nia Jax, elle rate son splash et qu'elle tombe sur Baszler. Franchement, il y avait même le grand qui nous avait rejoint. On était trois et a explosé de rire. Le match était quand même sympa. Effectivement, Rhea Ripley, elle apporte la puissance. Nikki H, elle court un peu partout. Ça fait un peu, ça combine aussi un peu au côté wrestling comédie. Moi, je trouve le match sympa. Je suis énormément déçu pour Shayna Baszler qui, après avoir fait une entrée des dingues, est devenue n'importe quoi. C'est vrai que Mais sinon, le match, je l'ai trouvé sympa globalement. Que ça parte en duo, en tag team, Rhea Ripley, Nikki H, pourquoi pas? Je pense qu'ils ont dû se voir que le Riddle Orton avec des trucs un peu dysfonctionnels, le gentil méchant, le gentil tout fou, plus le grand qui fait la gueule tout le temps. Finalement, ça rend bien, donc ils se sont dit pourquoi pas chez les filles, et effectivement, ça rend pas mal. Et alors, le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'était de dire que quand même, Rhea Ripley, enfin, j'ai une difficulté avec son positionnement, quoi. Chaque fois que j'entends sa musique, je me suis dit, je me dis, bah, elle a un couteau dans sa botte, elle va planter quelqu'un, etc., etc. Toute l'intro, tout son gimmick est tourné autour d'un certain style. Là, elle a rigolé du début à la fin, et puis même la SummerSlam, elle passe son temps. Alors, Dans c'est les même mains, pas un rire, hein? Et elle tape dans les mains Alors, des gens en arrivant en public. Elle est mais en en mode plus, mais c'est ça. ultra face. C'est ça. Et en plus, enfin, je comprends pas. Alors, et ça dimanche, enfin samedi, c'était pareil. Elle était très contente d'être là, etc., etc. Alors, le petit Gaël m'a dit que à 24 ans, peut-être qu'elle avait pas encore complètement son personnage, comme pouvait l'avoir une catcheuse un peu plus vieille, moi qui suis un peu plus vieux. Peut-être. Je lui ai dit, écoute, peut-être. Mais en tout cas, ça me pose souci parce que, c'est pas faux, enfin c'est pas voilà, faux ce qu'il dit ce Gaël, c'est pas faux du tout, moi je trouve. Je suis assez d'accord avec ça. mais en tout cas, ça me pose souci, quoi. Ça gêne pas du tout au niveau catch. Par contre, en termes de positionnement, et même à la fin, elle fait genre et puis je suis pas contente. Elle le fait 3 secondes. Il y a Nikki qui lui fait à deux doigts de lui faire un bisou sur la joue, et puis c'est reparti, on rigole, on déconne. Enfin, ouais, moi, il y a un petit truc qui me gêne. D'un point de vue catch, ça me dérange pas. Par contre, d'un point de vue alignement, positionnement, ouais, je trouve ça me gêne un peu. Zigote? Ouais, je suis totalement d'accord avec l'avis de Géliel au niveau de l'alignement de Rhea. Après, pour revenir au match, ça a duré comme 10 minutes 15, ce qui est plutôt, je dirais, correct pour la tag team féminine. On n'est pas habitué à avoir des matchs, je dis bien, entre guillemets, longs. Est-ce qu'au bout du compte, ils vont pas essayer de lancer H et Ripley, du coup, au niveau de la ceinture tag féminine? Parce que je vois pas l'intérêt d'avoir une sorte de feud entre Ripley et H, alors c'est un peu ce qu'on bouffe avec Charlotte ces dernières semaines. Donc je pense qu'au bout du compte, ils vont les titiller, du coup, comment s'appelle-t-elle? Natalia et Tamina. Merci, papy. Et moi, ce qui me chagrinera toujours, et tonton le sait, pour ceux qui m'écoutent aussi, Shayna Baszler, je suis triste pour elle. Ça fait des semaines et des semaines et des semaines que je voudrais qu'elle split l'équipe avec Jax et qu'on retrouve la Baszler qu'on avait vue quand elle est montée dans le main roster, la destructrice. Que je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec elle, mais que voilà, ça pêche un peu. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça, moi, de toute façon. Là, moi aussi, j'appelle de mes voeux le split entre Shayna Baszler et Nia Jax depuis longtemps, hein. Et vraiment, je comprends pas qu'ils continuent à s'entêter. Quand tu penses, je crois que c'était en Elimination Chamber 2019 où Shayna Baszler, elle intègre le main roster et qu'elle pète la gueule à tout le monde dans la chambre d'élimination, quoi. Qu'elle remporte le match mais en détruisant la concurrence, quoi. Et quand tu vois maintenant, en août 2021, où elle en est, bah franchement... Bah, même à moi, Shayna Baszler, elle me fait même plus peur maintenant. C'était même en 2020, Alors, je crois, l'Elimination Chamber, parce que c'était juste avant le c'était mania 2020? du Covid. Ah oui, c'était avant. Oui, t'as Elle raison. a Oui, t'as affronté raison. Becky à WrestleMania, du coup. Ouais, t'as raison. Ouais, c'était 2020. C'était Vraiment 2020, tout ouais, récent. effectivement. Ouais, Et, ouais. Enfin, ça fait un an et plus d'un an et demi maintenant, quoi, quand même, quoi. Et là, ça fait un moment qu'elles sont en équipe avec Nia Jax, quoi. Oh oui, oula. Et
Et même que pour aller dans le sens que tu disais, tonton, même physiquement, je trouve qu'elle est, voilà, elle est dans la mouvance un peu mollassonne. Et je trouve elle a vachement perdu de ce qu'elle était. Elle était quand même assez impressionnante physiquement. Je la trouve Ouais, vachement moins impressionnante, un peu ouais. moins. Voilà, elle est moins bonne shape. Voilà, il y a tout qui dysfonctionne en ce moment, quoi. Allez, ça dysfonctionne et on va aller voir si du côté des garçons ça dysfonctionne. On va quitter les femmes pour ce Monday Night Raw. Ça aura été donc le dernier segment, ce match, ce tag team match. Alors on va faire encore un petit package là, cette fois-ci, mes amis. On va faire un package rapide puisque nous allons faire un package squash match. Et nous avons eu 2 squash matchs ce soir. On aura d'abord eu un Mansour versus Jinder Mahal, donc Mansour qui est à la colle avec Mustafa Ali et Jinder Mahal qui est toujours accompagné de Veer et de Chunky. Donc on retourne presque à un match traditionnel de Raw, puisque ça va être même pas un squash match en fait, puisque ça va être un match qui va durer 2 minutes 20 mais qui va se finir par une DQ, puisque Jinder Mahal va refuser d'arrêter de porter des coups alors que Mansour est coincé dans les cordes dans le coin, et ça va obliger l'officiel à déclarer la disqualification pour Jinder Mahal, d'ailleurs, qui va pas l'écouter plus que ça, puisqu'il va continuer à taper sur Mansour allègrement. Et le deuxième squash match de la soirée, alors là, c'est une autre affaire, puisque on a l'ex-champion de NXT qui débarque à Raw. Alors, jusqu'à présent, il avait déjà débarqué à Raw, mais en tant que champion NXT. Mais depuis dimanche soir, il a perdu son titre face à Samoa Joe. Allez écouter la review de NXT TakeOver avec notre ami Ringside. On vous en parle en long, en large et en travers. Je crois qu'on a même fait un peu là, on a refait la carrière de Samoa Joe, et je crois même qu'on lui a fait une proposition de s'occuper de lui au niveau du booking. Donc si Joe, tu nous écoutes à nouveau, eh bien écoute, la proposition est toujours valable. Et là, Karrion Kross, les amis, c'est compliqué. Hein. Il a plus de ceinture. Mais en plus, on a décidé de lui mettre une espèce de tenue. Alors là, écoutez, c'est une espèce de symbiose entre, je dirais qui, entre Humungus de Mad Max et entre un, je sais pas, ouais, c'est ça. un Le masque gladiateur, au début là. Oh là là. un gladiateur et enfin voilà, et avec un espèce de masque, c'est un espèce de masque. On va dire de gladiateur. Allez, on va valider ça, papy, et on va dire un masque de gladiateur. Et il affronte Ricky Labellevie. Alors moi, je vois Ricky Labellevie arriver. Pas d'entrée pour Ricky Labellevie. Alors ça sent toujours mauvais pour un catcheur, hein, quand il n'y a pas son entrée à l'écran. Ça veut dire que ça va mal se passer. Et c'est exactement comme ça que ça va se dérouler, puisque tout simplement notre Ricky va se faire rouler dessus en 1 minute 30. Il aura à peine le temps de poser quelques strikes, qui va se prendre une grosse clothesline. Là-dessus, Kross va enchaîner avec sa Saito Suplex, et ensuite avec la bonne nouvelle pour toute l'équipe de Catch-Up qui le réclamait à corps et à cri depuis des mois. Enfin, Karrion Kross est venu écouter Catch-Up. Il a arrêté de poser sa soumission en mettant sa main sur l'oreille à la Gilbert Bécaud. Cette fois, il porte son cross jacket de manière propre et il force Ricochet à l'abandon. Victoire de Karrion Kross, et ça dégagera comme ça très très vite. Voilà, messieurs, 2 squash match. Géliel, que du bonheur. Ah ouais, du bonheur, pur bonheur. Je pense même que tu aurais pu faire un lot avec avec les 2 autres trucs qui sont passés, mais on y viendra après. Karrion Kross, je suis toujours pas fan, hein, j'y arrive pas. Alors en plus, avec son déguisement là, franchement, ça faisait le truc pour les gamins là, trop grand, trop petit, enfin ça allait pas, il y a un qui allait. Ricochet qui vient abattu, déjà on sait déjà qu'il va perdre, affreux. Et puis Mansour, Jinder Mahal, moi ce qui m'a fait le plus rire, c'est les attitudes de Mustafa Ali sur le bord du terrain, qui était sur le bord du ring, qui était en mode oh là là, c'est un carnage. C'est le plus drôle. Sinon le reste est vraiment complètement oubliable. Zigote. Karrion Kross Ricochet, voilà, sans aucun intérêt. Kross habillé en sadomaso, hein, ça devrait rappeler certaines soirées dans les caves de papy. Je pense qu'il a déjà dû voir ce genre d'accoutrement. Kross, comment il est habillé pour l'hiver là. Il s'est tapé le sadomaso, le gladiateur, le humungus. C'est la totale pour le Karrion Kross. Alors lui, s'il y en a un qui commence dans le main roster de manière spectaculaire, c'est bien Karrion Kross finalement.
Non, puis enfin, il y a rien qui. On en avait discuté avec Ringside déjà. On avait dit qu'il aurait fallu que ça soit quelqu'un qui arrive avec des squats, mais destructeurs, pas. Voilà. Enfin, je pense que ils ont foiré et je pense que ça va être un pétard mouillé. Beaucoup plus intéressé, même si c'est de la low card, tout ce qu'on veut. Moi, j'aime l'association Mansour-Mustafa Ali. Et là, à savoir que Mustafa Ali n'intervient pas dans le combat parce que Mansour lui a demandé de rester aux abords, mais de ne pas intervenir et qu'il voulait se débrouiller par lui-même. D'où la non-intervention d'Ali dans d'Ali dans le combat, pardon. Je vais y arriver. Après, c'était sûr contre Jinder Mahal, il allait pas forcément faire quelque chose. Mais je reste toujours intéressé sur ce que l'association Mansour Ali peut proposer dans les semaines à venir. Papy. Ouais, bah Mansour Ali, je suis assez d'accord. C'est de la bonne low card en fait, donc ça prend pas trop de temps, c'est plutôt simple à suivre. En plus cette semaine, on devait pas se taper les deux connards de Retribution, donc c'était quand même agréable à regarder. Et à propos de connards avec des masques, bah Karrion Kross du coup. Dans le genre débile. Non, mais Kross, en fait, c'est marrant parce que c'est finalement ce qu'ils font dans ces matchs-là. C'est ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'il est en train de troncher tout le monde là, assez rapidement. Alors, je sais pas pourquoi ils l'ont fait perdre contre Kisly. Pour ensuite foutre Kisly en pré-show, ça restera un grand mystère. Mais par contre, tout le reste, c'est plutôt bien. Et son catch, maintenant, ils ont viré la main sur l'oreille, c'est plutôt bien. Et par contre, ils se sont dit, bah, comment on fait du truc bien? Bon, on va compenser en le foutant en attirail à la con. Bah ça c'est je suis perplexe parce que moi c'est ce qui me plaisait chez Karen Cross au-delà de ses coups assistifs, c'était son univers à NXT. Là il y a vraiment un univers cheap à la place, donc bon bah on va espérer qu'ils savent ce qu'ils font. Vous le sentez arriver le Mansour Ali versus Orton Riddle à Crown Jewel en Arabie Saoudite? Vous le sentez venir? Moi je le sens venir très très fort, très très fort. Ah non, je le sentais pas comme ça. Moi je pensais qu'ils allaient se foutre la gueule l'un sur l'autre. Ah ouais, tu crois? Bah moi je pense que le split, non, il arrivera plus tard, quoi. Je pense que ça c'est une équipe qui est programmée pour Crown Jewel, là, tu vois. Donc on en reparlera, mais retenez cette review de Monday Night Raw post SummerSlam. On en reparlera. Et puis bon, Karrion Kross, moi je suis pareil, je suis complètement défait, mais moi en fait j'avais plus mal à mon Ricky qu'à mon Karrion, je vous avouerai, hein, quoi, parce que là ça me faisait chier que ça soit Ricochet qui se coltine le squash. Vraiment ça m'a saoulé, on va dire, quoi. Ils n'ont pas de problème pour lui, donc de toute façon il fallait mettre quelqu'un. Ouais, bah oui, il fallait mettre quelqu'un, c'est comme ça. Bon, on va dire comme ça, il aura eu un peu des, ouais, un peu, ouais, un tout petit peu alors. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après dans ce Raw? Bah, il s'en est passé des choses. Il s'est passé en outre une nouvelle édition du Moist TV de John Morrison. Alors, le Moist TV, ça veut dire la télé humide. Et comme avait été annoncé déjà à SummerSlam, et il aura déjà d'ailleurs un petit segment backstage avec Sarah Schreiber, c'est Logan Paul qui est reçu par John Morrison. Alors, Logan Paul, il va se prendre une hit, mais alors, il va se faire huer au top of the top, je crois. Hein, une des plus belles hits que j'ai vues à Raw depuis un petit moment, là. Voilà, il va expliquer d'ailleurs qu'il sait que les fans l'aiment pas beaucoup, mais que lui il les aime, qu'il aime la WWE. Là-dessus, Morrison, il va parler en fait de la carrière un peu de Logan et puis de son frère Jack, qui sont devenus un peu des célébrités entre eux. Je mets plein de guillemets, hein, des célébrités dans le monde de la boxe. Et il demande quelle est la suite pour les deux frères. Ça a eu tellement que Logan Paul ne peut même pas répondre en fait à cette question de John Morrison. Donc le mec bafouille, le mec bredouille. Là-dessus, heureusement, la musique du Miz vient à se déclencher et vient un peu sauver le segment qui était en train de s'enfoncer très 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 profondément dans le ring. Là-dessus, Morrison il s'excuse parce qu'il a oublié de faire son introduction. Et Miz, bah il est pas content quoi. Il se demande, mais il dit il se dit mais qu'est-ce que c'est que cette affaire là? Morrison il organise ses trucs, c'est moi qui le mets en avant et ça va pas. Alors il va parler quand même un peu du youtubeur, ils vont essayer un peu de remonter la cote de notre ami Logan Paul. Miz il va expliquer d'ailleurs que Morrison c'est le lutteur préféré de Paul.
L'autre, il lui dit, ah bah non, mais en fait, moi, je suis plutôt fan du New Day, espérant peut-être choper de la pop. Raté. Ça continue à huer. C'était incroyable. C'est même presque difficile à expliquer ce segment, tellement c'était un espèce de bordel, tellement le public mais rejetait complètement le youtubeur américain là que je ne connaissais pas avant qu'il vienne à la WWE, mais j'en revenais pas à quel point il a été mais totalement rejeté par la foule de San Diego. En fait, on est surtout là pour se rendre compte qu'entre le Miz et John Morrison, il y a de la friture sur la ligne. Ça va pas du tout. Le Miz se fout de la gueule de Logan Paul, du coup se chope de la pop. Ce qu'il pense au départ d'ailleurs était peut-être pas vraiment ce qui était un truc tout à fait prévu. Du coup, il va commencer à se chauffer avec Paul. Morrison, il va essayer de les calmer. Bon, il va dire un peu quelques conneries et puis du coup, ça va énerver encore plus le Miz parce qu'il va plus ou moins évoquer le fait que Paul puisse mettre un coup au Miz. Là-dessus, notre ami le Miz est complètement énervé et il explique que c'est lui qui a eu l'idée du Moist TV pour donner plus de pop à notre ami Morrison. Logan, il sent que ça commence à devenir chaud, donc il décide de se barrer du ring. Les deux commencent à s'engueuler très très fort. On se reproche un peu tout ce qu'on peut se reprocher dans un vieux couple. Et finalement, Miz, il termine en reprochant à Morrison tout simplement les agissements des dernières semaines. Morrison, lui reproche d'avoir carrément feint sa blessure au genou. Et c'est finalement la musique de Xavier Woods qui va venir les interrompre dans leur querelle. Et c'est parce que c'est l'heure du match pour le Miz. Et le Miz va affronter Xavier Woods. Donc, du coup, bon, ok, ça se termine un peu de manière un peu bizarre et on enchaîne directement avec un match qui va durer 11 minutes 40 quand même, qui va pas être un match de 2 minutes, quoi. Avec un Woods qui va largement défendre son bout de gras et qui va être, j'ai retrouvé un Xavier Woods que j'avais pas vu depuis longtemps dans le ring, peut-être parce qu'il avait pas eu beaucoup de temps aussi au dernier show où il est apparu. Il va porter son beau crossbody de la troisième corde là pour un compte de 2. Miz, qui est toujours bien vénère, hein, va répondre avec un DDT pour un near fall. Il va tenter le Skull Crushing finally, mais à un moment où il va vouloir faire ça, Morrison va monter sur l'apron et va vouloir viser Woods avec le pistolet à eau, parce que oui, le pistolet à eau est toujours là. Woods et Miz vont éviter le fameux coup du pistolet à eau. L'arbitre va venir repousser Morrison. Pendant ce temps, l'arbitre, du coup, pendant cet arrêt là de Morrison, le roll-up du Miz, hein, quand même, hein, on tente un petit roll-up au passage, compte 2-2, ça marche pas. Du coup, Morrison, il est pas content à l'extérieur. Woods, finalement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, c'est une bonne idée ça, le roll-up. Donc, il va tenter de surprendre le Miz avec un roll-up pour voler au final le match avec un compte de 3 et post-match, c'est là le drame. Morrison va monter sur le ring pour dire que tout ça, finalement, c'était un accident, qu'il est désolé, mais le Miz, lui, il veut rien entendre. Il va attaquer Morrison et il va tout simplement poser à Morrison son skull crushing finally, pour poser sur le corps inerte de John Morrison. Donc ça y est, messieurs, le split officiel entre John Morrison et The Miz est acté, sachant que la WWE a annoncé un push en tant que babyface à notre John Morrison. Et là, je fais un big up à Axel des Cahiers du Catch, le rédacteur en chef des Cahiers du Catch, qui était le fan ultime de John Morrison. Et s'il a vu ce Monday Night Raw, il devait être totalement ravi. Est-ce que c'était votre cas, les gars? Est-ce que c'était ton cas, Géliel? Partagé. La première partie avec Logan Paul. Alors Logan Paul, c'est quand même un YouTuber hyper connu pour toutes ses excentricités. Il a été quand même à l'origine de scandales assez retentissants. Vous vous souvenez pas, il s'était filmé auprès d'un cadavre, etc. Donc il cherche quand même vachement le fait de diviser comme ça. Donc c'est pas hyper étonnant qu'il ait une hate de fou. Ouais, c'est bien, c'est des bonnes précisions ça, parce que tu vois, c'est le genre d'infos que j'avais pas. Et du coup, je me rendais pas du tout compte de ce que ce gars-là représentait aux États-Unis, quoi. Ouais, c'est un cherche-merde, quoi. Hein, et du coup, il la trouve assez régulièrement. Donc, ça a fait son succès pour les vidéos YouTube qu'il faisait. Maintenant, voilà, il conserve la hit auprès de pas mal de monde, quoi. D'ailleurs, le segment était effectivement très pénible à suivre. Je suis même pas sûr quand il s'en va en disant je vous laisse les gars. Je sais même pas si c'est la vraie fin prévue parce que c'était tellement bizarre quoi que je sais même pas si au final cette hit a un peu raccourci le truc ou a fait modifier un peu les plans ou du script. Je sais pas. En tout cas, ça m'a paru, c'est tombé un peu comme un cheveu sur la soupe quand il a fait moi je m'en vais. Il aurait pu, enfin vu qu'il a aussi un ego surdimensionné, il aurait très bien pu se dire moi ça m'ennuie, le segment m'ennuie ou je m'en vais. Et ça aurait tout à fait dans ses cordes. Je sais pas.
Après la partie avec Xavier Woods, le match était sympa, franchement sympa. Morrison, effectivement, qui fait un peu tout et n'importe quoi en mode je suis un peu teubé, comme il fait depuis un bon moment. Le roll-up de Xavier Woods qui part avec la victoire et effectivement, le split confirmé. Même, même c'était assez drôle quoi. Morrison, quand il va voir le Miz à la fin du match, quand ils sont sur les cordes, posés sur les cordes, il fait: «Ah tain, c'est con, hein, putain». Bon, c'est pas grave, hein, en mode rigolade à fond. Il le fait bien son trou du cul, finalement, Morrison. C'est assez drôle quoi. Et effectivement, après le Miz qui l'attaque pour confirmer le split quoi. Le segment était, pour moi assez agréable à regarder quoi. Sauf le Logan Paul au début quoi. Papy? Effectivement, je me demande à quel point ils ont dû improviser dans ce segment avec Logan Paul. Et surtout, bah, il y a quand même un gars qui va mériter des claques, là, la WWE, de ne pas avoir prévu que Logan Paul allait se faire huer à ce point-là. Enfin, c'est pas comme si c'était la première fois qu'il venait à la WWE en plus, parce qu'il était déjà venu avec Zayn et Owens, c'était à Mania, je crois, de mémoire. Où bah, du coup, ils avaient fini sur Ouais. un stunner de Kevin Owens parce que justement, il Ça. était hué alors qu'il était sans être face. Donc, une fois, je veux bien, mais deux fois, tu te fais pas avoir deux fois, quoi. Tu savais qu'il allait se faire huer. Et en fait, du coup, c'est con parce que ils ont gardé une partie du script, mais qui allait pas du tout avec les réactions. Le Miz, il était en tant que c'est le plus à l'aise des trois, donc il a quand même réussi à peu près naviguer dans le truc, même si, bah, pareil, il prenait des pops involontaires. Mais à la fin du segment où tu as Morrison qui les sépare un peu en mode ah ouais, c'est Miz le méchant, bah non, là, le public voulait voir le Miz péter la gueule de Logan Paul, quoi. Donc, bon, bah, c'est un peu zarbe. La suite est finalement bienvenue, bien attendue entre Morrison et le Miz qui split. Effectivement, Morrison fait très très bien le débile et d'ailleurs, je pense qu'il va vite devoir switcher sur un personnage à poil plus comme comment dire, dur à cuire hein, parce que il peut pas être un babyface en étant débile quoi. Enfin, ça marche avec Riddle et encore parce qu'il y a Orton pour faire le contrepoids, mais sinon ça marche vraiment. C'est une durée de vie limitée, donc il va falloir comme qu'il devienne un peu plus sérieux. Et d'ailleurs, un peu plus tard, il fait une promo en mode un peu plus sérieux en disant qu'il allait péter la gueule au Miz. Je pense qu'il faut qu'il transite assez vite vers ce nouveau personnage. Ce sera une bonne fête de mid-card. Ouais, voilà, bon, je suis plutôt satisfait que ça split plutôt que ça tourne en rond pendant des mois et des mois. Il faut que ça se fasse rapidement et ça a été vite fait, bien fait. Zigote? Bah, moi, le segment, tout l'intro où Logan Paul se fait chier dessus, moi j'ai plutôt trouvé ça sympa, parce que je suis un peu comme toi, tonton, je ne connaissais pas forcément le gars avant la période de WrestleMania. C'était une belle bronca, comme on en a pas souvent, et je pense, comme Papy disait au bout du compte, c'est vrai qu'il retente une deuxième fois en sachant qu'il se faisait déjà huer. Est-ce que du coup, comme au bout du compte, ils savent que ça va faire de la vue sur YouTube et autres, est-ce qu'au bout du compte, ils se sont dit, tiens, Ouais. bah, de toute façon, c'est pas grave, on fait quand même, ça va être vu sur les réseaux sociaux, hop, c'est pas grave, ils seront contents, ils pourront claquer une petite pub la semaine prochaine en disant, eh oui, vous savez que le segment de Logan Paul a été vu par je ne sais combien de subscribers ou autres. Après, moi, je pense que c'est plus sur ça. Après, c'est sympa. Enfin, en termes d'entertainment, c'est plutôt cool. Après, moi, je vois pas trop l'intérêt de faire venir Logan Paul dedans. Le match avec Xavier Woods, très correct. Hein. Xavier Woods, toujours aussi bon dans les cordes. De mise, c'est un catcheur une superstar que j'apprécie au demeurant. Ce qui m'ennuie avec le split, c'est parce qu'on savait qu'il allait arriver. Moi, j'aurais préféré qu'au bout du compte, ça soit au bout du compte Morrison qui défonce De Miz. Genre De Miz qui gueule dessus, parce qu'au bout d'un moment, Morrison, on se pose vraiment la question de savoir s'il est vraiment con ou pas. Comment tu peux faire confiance au Miz? Et j'aurais préféré avoir The Miz qui est en train de lui dire ouais mais non machin et tout, et qu'enfin Morrison se retourne contre lui en disant bon genre gros t'es me fait chier depuis je sais pas combien de semaines, mes couilles, et puis après il le défonce. Et ça aurait pu rester toujours le Miz il et Morrison face. Là après Morrison se retrouve passé à tabac par le Miz. Pourquoi pas? Le segment était pas trop mal, même si tout l'ensemble était peut-être un petit peu trop, un poil trop long.
Ouais, quand même, John Morrison, il a 41 ans, donc il a encore pas mal d'avenir devant lui. Je le trouve dans une shape éblouissante, ce mec. Ouais, Quoi. putain, Il a un corps. il est énervant. Hein. Ah putain, ouais, il m'énerve, quoi. Et là, il fait son truc, là, il est torse-poil, là, peinard, quoi. Il est gaulé, mais comme un dieu grec, quoi. Ah, purée. Il avait joué, je crois qu'il avait joué Hercule au cinéma, il me semble. John Possible, Morrison. ouais. Je sais qu'il a fait 2-3 films et il me semble bien qu'il avait joué un nanar de série B ou série Z où il jouait le rôle d'Hercule, quoi. Et quand je le vois maintenant à 41 piges et comment il est physiquement, je me dis, mais putain, mais c'est dégueulasse la vie quand même, quoi. C'est dégueulasse. Donc voilà, bon, split attendu. Moi, je suis très content que ce split ait lieu. Je pense que ça va peut-être donner un match plutôt pas trop mal entre les deux. Après, à suivre ce qui se passera un peu en termes individuels pour chacun. Je suis curieux un peu de voir comment va évoluer la carrière des deux à la WWE. Je serais pas étonné en fait qu'ils soient séparés lors du draft. Mais alors, oui. enfin, c'est toujours le problème. Après, il y a tellement de star power à SmackDown, on en a parlé tout à l'heure. Mais bon, t'envoies John Morrison ou The Miz, qui est quand même un heel naturel et un des top heels de la WWE depuis des années maintenant. Donc, mais bon, le Miz peut totalement. Enfin, je pense que le Miz comme John Morrison sont des catcheurs qui sont totalement adaptés au fait d'être dans la mid-card et qui sont capables de creuser leur trou tranquillou, comme ils le font à Monday Night Raw en fait. Donc, même s'il y en a un qui part à SmackDown, c'est pas grave. Je pense qu'ils s'en sortiront ces deux gars-là, quoi. Et puis ouais, puis petite dédicace quand même à Xavier Woods parce que c'est vrai qu'il fait un bon match, qu'il est un peu là. Je sais pas, Kofi Kingston il est peut-être blessé en ce moment, j'en sais rien. Et bon, Biggie, lui, il est avec sa mallette et il est de l'autre côté. Donc Xavier Woods, quand même, il se gagne un petit match comme ça, au passage, tranquille. Et c'était plutôt pas trop mal. Allez, vite fait, on va enchaîner. On est presque à la fin de ce Monday Night Raw. Il nous reste le petit segment 24/7, hein, quand même, hein, à Monday Night Raw, hein, avec oui. Reggie, notre Yamakasi, qui est à l'extérieur, donc, comme tout bon Yamakasi qui se respecte et qui fait des cabrioles. Alors là, aujourd'hui, comme quand il était petit, il avait jamais d'argent pour s'acheter une glace au camion de glace, au traditionnel camion de glace américain. Dorénavant, c'est fini tout ça. Il est plus victimisé par les autres. Plus personne lui vole son argent. Il a pu apprendre, il s'est adapté et dorénavant, il a des sous et il peut payer des glaces, il peut se payer sa glace. Là-dessus, on va avoir un R-Truth qui est déguisé en buisson, hein, ou en buisson, on va dire, ou en haie. Et Reggie va être quand même bien sympa, hein, puisqu'il va lui donner une glace parce qu'il avait anticipé évidemment l'arrivée. Là-dessus, il y a Akira Tozawa qui lui sort d'une poubelle, voilà, en kimono, et qui a droit lui aussi à sa glace. Évidemment, les deux challengers là vont essayer d'attraper Reggie, mais Reggie de toute façon il va disparaître en coup de moonsault, de saut de lune, de tout ce que vous voulez, quoi. De toute façon, toutes les cabrioles et périlleuses cabrioles possibles, il passe. Et finalement, il disparaît. Les deux challengers, ils sont quand même contents d'avoir une glace, mais ils finissent quand même par s'engueuler parce que ça se termine toujours comme ça. Voilà, le 24/7, les gars, je sais pas, vous avez un mot à en dire sur le 24/7 allez, à la volée, là, qui c'est qui a un mot à dire sur le J'ai un 24/7 truc à dire. Moi, Ah, ah, je pense qu'on pourrait assister à terme à une équipe Tozawa Truth, hein. À force ah, de ouais, se ouais. chamailler, de s'engueuler, tout ça, moi je pense que ça pourrait faire un peu un mode B-Team, là, un truc vraiment l'équipe de Locard et qui serait fun à suivre dans le ring ou les Breezango. Tu vois, c'est dans ce genre d'esprit-là, tu sais, genre comédie wrestling à fond les ballons. En plus, comme ce sont deux bons catcheurs, mine de rien, eh ben, je suis sûr que ça pourrait être sympa. Ah bah alors là, pour le coup, je suis assez d'accord avec toi. Alors là, ouais, une tag team Tozawa R-Truth, ouais, effectivement, pourquoi pas. Nos zigotes, JL, un avis sur le 24/7 Bon, là, pour le coup, moi, ça fait ce que le 24/7 est censé faire. Donc, déjà, la semaine dernière, je trouvais le segment assez rigolo. Cette semaine, c'est pareil, ça mange pas de pain, comme on dit. Après, je suis juste curieux de savoir si les glaces que Reggie a achetées sont telles les ice cream bars de CM Punk. Ouais, ouais, tu sais qu'il y en avait, c'était à $1000. Bah, écoute. Et, $1000 à la glace. Ouais, JL. bah, moi, ça m'a fait marrer. Ça m'a fait marrer. Juste une chose, on est d'accord qu'il y avait un trampoline hein, quand il est remonté sur le dessus Bien du sûr. camion. Oui, bien sûr. Hein parce Oui, que- d'accord. Parce qu'ils sont tous énervants avec leur shape de fou, là, mais quand même, il y a eu Ouais, un gros ouais, saut, ouais. là, quand même. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais, non, là, Il y a c'était des en mode. trampolines partout avec Reginald, avec C'était Reggie. en- On est d'accord. Il est en mode Sin Cara, là. Donc, non, il n'y avait pas de doute là-dessus, quoi. Allez,
les amis, ça y est, on est au main event de ce Monday Night Raw. Alors, backstage, au cours du show, on aura eu une première interview de nos nouveaux champions par équipe, Randy Orton et Matt Riddle, et Riddle tout court, qui ont été en interview. Riddle, évidemment, il est super excité à l'idée de fêter ça, la célébration du soir. Il prévient Orton qu'il a une surprise là-dessus, quoi. La vipère, il prévient que lui, il est pas super fan des surprises et des fêtes. Donc, il lui conseille de rien faire de stupide. Mais Riddle, il lui demande de lui faire confiance. Tout ce beau monde va se retrouver sur le ring. C'est Riddle qui va ouvrir les festivités avec un ring tout joli, avec plein de petits ballons dans les coins des turnbuckles, etc. Il explique qu'avec Randy Orton, ils ont eu une très longue journée à SummerSlam qui s'est terminée avec l'obtention des ceintures des équipes d'Euro, place à la fiesta. Riddle, il fait l'introduction de Randy Orton qui va arriver sous une belle pop. Orton, lui, il n'est pas très à l'aise devant les ballons parce qu'en fait, il est emmerdé parce qu'il peut pas faire sa pause, quoi. Donc c'est chiant, quoi. Riddle, il va demander à Mike Rom de faire l'annonce des nouveaux Raw Tag Team Champions. Les pyros vont se déclencher, c'est la folie dans le stade. Riddle, il va parler de son amitié indéfectible à Randy Orton et il va lui offrir une trottinette personnalisée. Orton, on sent qu'il n'est pas beaucoup plus emballé, quoi, on va dire, par l'affaire, quoi. Mais Riddle, lui, carrément, il lui explique comment s'en servir. Hein. Il a peur de rien, le jeune homme. Et Edge, Styles et Omos vont finalement venir les interrompre. Styles, il va un peu se foutre de la gueule d'Orton, qui se retrouve avec une trottinette stupide, puisqu'il est si coutumier de ce mot-là, et que Omos va pouvoir casser allègrement. Styles, il explique que Orton, il constate que Orton, lui, il a rien ramené du tout à Riddle, mais que lui, il a un cadeau pour Riddle, un phénoménal forearm. Et donc, il prédit que ce soir, il va battre Riddle dans le main event. Et il fait savoir, d'ailleurs, c'est important, hein, il fait savoir aussi qu'il veut un rematch pour le titre par équipe. Hein. Donc, Styles et Omos n'ont pas l'intention de lâcher l'affaire dans les temps qui viennent, on va dire. Maintenant, pour Riddle, il a Orton dans son coin, donc ça change tout. On est parti pour le main event entre Riddle et Edge Styles. On va avoir un assez long match, puisqu'on va avoir un match de 13 minutes 30. Alors, ça va entraîner beaucoup d'interactions entre Orton et Omos, évidemment, sur le ring, quoi. Orton, parce qu'il va vouloir essayer de s'occuper un peu du géant, là, mais il va le repousser d'ailleurs contre la barricade. Sur le ring, Styles, il va réussir à porter un driver, je crois, à Riddle, qui va pour un near fall. Finalement, Styles, il va carrément annoncer le Styles Clash à la foule. Mais Orton va choper sa trottinette personnalisée et va attaquer Omos avec, va poser plusieurs coups à Omos. Alors, un peu bizarroïde les coups, je sais pas ce que vous avez pensé, vous m'en direz plus. Styles, du coup, il va être un peu déconcentré par tout ce qui se passe ringside et il va se prendre un gros coup de genou dans la face de la part de Riddle. Ça va s'enchaîner avec le Bro Derek et au bout des 13 minutes 30 de match, victoire de Riddle sur Monsieur Edge Styles. Papy, alors, main event de Monday Night Raw, ça fait 2 semaines que tu n'étais pas venu. Est-ce que tu es rassuré par ce que tu as vu? Oui et non. Alors oui, alors j'ai absolument rien contre les gars qui étaient là, le match, nanana. Il y a pas de souci. Par contre, juste pour faire tout de suite mon nom, c'est un peu ce que je disais en ouverture de choses, c'est que finalement c'est les tag team, la tag team d'Euro qui est un peu le top de la carte actuelle. Donc finalement qui prend plus important que Lashley. C'est toujours un petit peu dommage quoi que ça se passe comme ça. Mais c'est parce que c'est Riddle et Orton, ça marche du feu de Dieu. Alors si en plus tu rajoutes Omos et Gistal, c'est top de chez top. Le match était archi classique, vraiment rien de spécial. D'accord, Orton a tapé avec sa trottinette sur Omos. Je ne sais que dire, mais c'était pour mettre en valeur les champions. Mais voilà, comme je dis, les champions de tag team sont actuellement pour moi plus en haut de la carte que le champion heavyweight de la WWE. Et par contre, ouais, Styles, Riddle, ça fonctionne bien. Et c'est marrant parce que ça fait depuis l'arrivée de Riddle dans le main roster qui se tape, qui tourne autour de Styles, puisqu'il me semble que son premier match était contre Styles, qui était champion intercontinental à SmackDown, une connerie comme ça à l'époque, il avait gagné d'ailleurs. Et depuis, ils n'arrêtent pas de se croiser, décroiser. Puis je trouve que les matchs sont de mieux en mieux rodés. Et de toute façon, Riddle, c'est une des grosses révélations là, de ces 6 derniers mois. Après un début timide dans le main roster, là, il est vraiment épanoui depuis qu'il est en tag team. Hein. Génial.
Pareil, je trouve enfin, j'ai trouvé le main event super sympa, hein. Le combat très sympa. Alors effectivement, il y a eu des interactions puisque c'était 2 tag teams. Je trouve que Riddle alors je sais pas s'il a toujours été à ce niveau-là. En tout cas, je trouve que là, il a un niveau assez incroyable dans ce qu'il propose en termes de catch. Et en plus, bon, avec G-Style en face, forcément, ça rend bien, ça scelle bien. Et puis, enfin, ça, il sait aussi rendre très correctement n'importe quel catcheur. Alors surtout quand on a un catcheur comme Riddle là, qui progresse bien et qui propose des choses, je trouve que le match était vraiment super sympa. Donc j'ai vraiment bien aimé, de la même que l'issue. Alors je le fais un peu à l'envers, je reprends là sur l'intro avec Orton et Riddle. J'ai trouvé le moment sympa. Je trouve que Orton, je le disais tout à l'heure, fait vachement mieux le mec blasé que Rhea Ripley. En l'occurrence, c'est quand même vachement plus crédible. La tête qu'il fait quand il voit la trottinette avec son nom dessus, enfin c'était drôle, mais en même temps, lui, il était crédible dans son rôle de blasé, quoi. Donc c'était pas mal. Et puis alors effectivement, il tape Moss avec. Ouais, c'est une trottinette, ça faisait un peu fake, mais bon, c'était pas. J'ai vu pire. Franchement, j'ai vu pire. Et j'ai bien aimé aussi sur la fin quand on voit le tomber avec le décompte de Riddle sur Gistel, on voit accroché aux cordes Orton qui s'agite comme un fou et qui Ouais, marque ouais. les coups également. Et Ouais. avant de mettre des grands coups de tête en étant super content finalement. Et je trouve que elle marche super bien leur tag team, ça va super bien. Alors après, il redevient un peu sérieux, un peu blasé. Mais sur le coup, il était, je pense, embarqué avec la foule, avec tout le Mais truc, et ouais. le moment était vraiment super sympa. Je pense qu'ils doivent kiffer tous les Ah deux ouais. ces moments-là, quoi. Et je trouve Alors, que du coup, ça termine vraiment bien l'Euro, et ça m'a terminé l'Euro sur une note positive, quoi. Voilà. on sent que Orton, il kiffe, même s'il il retrouve ses mimiques, voilà, de mec un peu blasé et tout ça, mais on sent que là, il kiffe le moment, que ça se passe bien avec Riddle et puis que là, ils ont la foule à mort derrière eux. C'est de la grosse pop, Zigote, ça, quand même, quoi. Oui, carrément. J'ai jamais été un grand fan de Riddle à son arrivée dans le main roster. Et tout doucement, il fait ses armes. Et comme on disait en review la semaine dernière, j'avais lu quelque part que Orton appréciait beaucoup, enfin appréciait Riddle. Donc, et qu'au bout du compte, ça se sent que ça se passe très bien. Et depuis leur association, ouais, les deux fonctionnent très bien. Comme disait Géliel, le côté Orton blasé, mais quand même, bon, il est un petit peu content parce que l'important pour lui, c'est quand même c'est des victoires et autres. J'ai bien aimé aussi lors de la promo sur le ring quand AJ Styles arrive en disant Orton, t'as pas ramené de cadeau, blablabla, bla, et t'as même pas ramené de Marie-Jeanne. Et bien à chaque coup, il y a toujours une allusion à Riddle et ses consommations d'herbes vertes qui me fait marrer de semaine en semaine. Et le combat était un très bon combat. Enfin, j'ai trouvé ça plutôt un beau combat pour le main event. Limite à me dire si je préférais pas ce combat solo que le match tag team de SummerSlam. On avait Ah été bah ouais. déçus globalement en opener tous dans la review. Et du coup, est-ce que c'est Omos qui fait que ça influe Orton je ne sais pas. Tout doucement, je commence un peu à lâcher comment dire, Orthonomos. Ma hype est passée sur les deux. Je me dis que quand ils auront fini la feuille de Riddle enfin, RK Bro, je sais pas ce que ça va donner parce que je les vois pas forcément reprendre le titre à RK Bro. Donc je me demande bien ce que va donner la suite entre Styles et Omos. Et non, ouais, c'est drôle. Après, comme on expliquait tout à l'heure, tu te posais la question de l'histoire de la trottinette. Moi, je me dis que comme du coup, ça ressemble à une vraie trottinette, ça fait sûrement peut-être plus mal que leurs fameuses steel chairs en plastique. Et je ne sais pas, mais voilà, très bien. Et puis comme Jelliel, voilà, c'est le main event qui te sort du show de bonne humeur en disant tiens c'était cool, j'ai eu un beau combat, un beau finish, la foule est content et je suis content. Donc c'est très bien. Ouais, c'était plutôt pas mal. C'était effectivement un main event qui se termine de belle manière. Et moi, j'étais bien chaud parce que le public, en plus, était bien chaud. Donc ça, c'est toujours hyper important pour la perception de l'event, quoi. Et donc, du coup, du début à la fin, moi, j'étais bien dedans.
Effectivement, je suis d'accord sur le fait que le match était meilleur que ce qu'on a vu à SummerSlam. Et finalement, les interactions ringside étaient au final plus sympas que les 7 minutes qu'on nous a données gracieusement, on va dire, à SummerSlam. Donc, du coup, là, c'était plutôt sympa. Non, mais moi, puis, je suis dans cet état d'esprit de me dire ce que je disais tout à l'heure, quoi, de me voir Orton comme ça, on sent qu'il kiffe ce qui est en train de se passer, que ça doit lui faire plaisir d'être là en babyface et d'avoir comme ça le public derrière eux, comme ça doit le galvaniser, notre ami Randy Orton. Donc je trouve que c'est plutôt sympa. Je m'inquiète pas trop pour AJ Styles et Omos. C'est une équipe qui se terminera à terme, mais je peux pas m'inquiéter surtout pour AJ Styles, quoi, parce que je pense que lui, s'il y en a un qui saura rebondir, c'est bien lui. Omos, ça sera peut-être plus compliqué pour lui. Tout dépend comment il va être booké, comment il va être vendu et s'il s'améliore aussi entre les cordes, parce que c'est un mec qui a encore besoin de travailler entre les cordes, quoi. Tu te trimbales pas à 2,20 m comme ça sur le square circle sans être un peu plus en forme, quoi. Ouais, et puis il faut voir son ring gear aussi, parce il arrive toujours en pantalon costume. À un moment donné, est-ce qu'il serait peut-être pas intéressant de le voir en tenue catcheur, en slip, mais avoir un petit truc, et puis du coup qu'on voit sa musculature, voire à moins qu'il soit peut-être un peu trop grassouillé. Ouais, c'est pour ça qu'il cache un peu le bazar. Ouais, peut-être, ouais, je sais pas, ouais, j'ai pas, mais effectivement, je suis assez d'accord avec toi, ouais, moi aussi, j'aimerais bien le voir un peu plus en catcheur, quoi. C'est pour voir un peu ce qu'il serait capable de donner, quoi. Mais bon, on verra. Ouais, Papy. Il est peut-être pas encore catcheur, il est peut-être pas, justement pas encore catcheur, je pense. Et donc, oui, du coup, peut-être. On veut pas le voir faire de vrais coups, on peut pas le voir vraiment dans une tenue plus habituelle du catch. Là, il fait vraiment finalement l'homme de main dans une tag team, quoi. Si ça devait continuer, moi je le vois plus AJ Styles en solo et Omos rester à côté, quoi, pour faire les gros yeux et comme il fait déjà actuellement, quoi. Oui, c'est clair, mais au bout du compte, pour les historiens que vous êtes, est-ce qu'au bout du compte, en dehors avant qu'il fasse le vigile à la porte du Raw Underground, et quoi avant? Est-ce qu'il était en NXT, il était en développement, genre de choses, ou pas du tout? Il a fait développement, ouais. Ouais, il était à NXT, mais par contre à NXT, il n'a participé qu'à des house shows. Il n'a jamais participé à un match télévisé, quoi. Donc c'est pour ça que quand il est arrivé au Raw Underground, il était totalement inconnu de la majeure partie des gens, parce qu'il fallait vraiment, à moins d'être tombé sur une vidéo sur YouTube, tu vois, enfin, il y avait peu de possibilités de connaître ce gars-là avant. Il n'a pas de base de catch d'avant, de fédération ou autre. Non, il n'a pas de background comme ça, quoi, pas du tout, quoi. Okay. Pas du tout, quoi. C'était un basketteur avant. En université américaine, tu vois, donc vraiment le gars avait aucun background, quoi. Mais là, ça fait quoi, 2 ans qu'il est ça fait à peu près 2 ans qu'il est en développement, non? Ouais, ça doit être ça. Ouais, j'ai pas le timing exact, mais ça doit être ça. Je m'en rends sans doute pas compte, hein, mais il propose quand même pas grand-chose du tout, hein. Ah non, pour l'instant, c'est pauvre, quand même. C'est pauvre. 2 ans de développement, c'est pauvre, quoi. À part sa taille et son envergure, en gros, pour le moment, il propose pas grand-chose, quoi. Chokeslam, bon, ouais, ça, je veux dire, si le gars il saute bien, même moi je dois pouvoir en faire un, donc enfin, voilà, c'est un peu compliqué. Peut-être que justement, après, je sais pas, mais je me dis peut-être que il apprend d'autres choses, mais qu'il n'est pas encore prêt à les présenter à du public, en fait. Ouais, peut-être, ouais, peut-être qu'il n'est pas encore super safe, peut-être que c'est pas encore super bien maîtrisé, et que donc de ce que je pense qu'effectivement il apprend d'autres choses, quoi. Enfin, j'espère en tout cas. Bah Ça me rappelle un peu les géants indiens là. Alors il y a ceux qui sont avec Jinder, mais il y avait aussi d'autres qu'on avait vus là, quand il y a eu le show. Tu sais, ils avaient fait un show spécial à destination des Indiens. Il y avait une armée de géants indiens là. Je sais plus d'où ils sortent tous ces gars-là, mais la plupart savaient pas du tout catcher, quoi. Ou si ils savaient faire 3 prises comme Omos, en fait. Et je pense que c'est des gars qui partent vraiment de rien et qui ont que leur physique impressionnant, mais qui n'ont aucune notion, quoi. Donc ces gars-là, je pense que c'est plus compliqué à les faire progresser, quoi. Ouais, tout à fait. Allez, tout ça, ça nous mène à la fin de ce Monday Night Raw, et ça nous amène au début du Top Flop Note. Donc là, un Top Flop Note Fatal 4-Way, là, énormissime. Je ne sais par qui commencer. La seule chose que je sais, c'est que je vais être le dernier, donc ça va être très compliqué. Donc, je vais commencer par notre homme qui revient de vacances, là, tout bronzé, voilà, qui me paraît dans une forme étincelante, qui gobe les flancs caramel comme jamais, notre ami Papy. Papy le Gober.
Qu'est-ce que je. Alors, c'est con parce que j'aurais bien passer en dernier pour pouvoir profiter sur le site. Ah Je vais devoir me débrouiller. Non. Alors, je vais donner un top. Je vais pas donner un top 4 caisses, que je donne un top à Charlotte, qui, pour juste son statut de polière, en fait. Et puis, comme je n'ai pas pu le donner à SummerSlam, je lui donne là. Parce que finalement, comme je regrette de ne pas avoir un grand champion homme, et ben, au moins, on a une grande championne femme. Et donc, ça, c'est quand même appréciable. Et j'aimerais vraiment qu'ils en prennent de la graine pour les garçons, quoi. Que le main event, c'est quelque chose qu'on va travailler. Le flop, j'ai pas tant de flop que ça en fait. Si, allez, je vais le donner à Eva Marie Doudrop, juste pour dire qu'en fait c'est une rivalité que j'ai pas du tout envie de voir en fait. Euh, J'espère que ça sera vite torché et qu'ils vont faire d'autres choses avec les filles. Parce comme on en parlait sur le Discord, moi, j'aimerais bien qu'ils fassent des rivalités autres que le main event chez les filles, mais pas avec Doudrop et Eva Marie, quoi, avec d'autres filles qui sont talentueuses et qui sont pas utilisées. On parlait notamment d'Asuka, je pensais aussi à Naomi. Ces filles-là, franchement, on ferait une rivalité vraiment toute con avec juste deux filles qui ont envie de se foutre sur la gueule. Ce serait plus passionnant que Eva Marie et Doudrop, quoi. Donc voilà, c'est mon flop du coup. Et ma note, en fait, c'est un Raw qui n'était pas désagréable, mais je pense que tant qu'ils n'auront pas trouvé le moyen de mettre une grosse histoire là qui tienne le fil rouge, justement, en parlant de Raw, la colonne vertébrale du show, bah, tu auras toujours l'impression que c'est des passages bien, des passages moins bien. Là, la Chine, je sais pas si on en a parlé, mais globalement, la semaine prochaine, dans la 11 contre Sheamus, je sais pas trop quoi dire, quoi. Donc je vais monter quand même. Allez, on va dire que ce sera un boost grâce au main event qui était sympa. Je vais comme monter à 3, mais c'est vraiment le max que je peux donner à Raw en ce moment. Alors, mon Zigote, est-ce que tu seras dans une fourchette plus haute ou plus basse? Zigote, Merci. Zigote, il note sévère. Hein. En général, oui. Et là, pour le coup, du coup, merci que je passe en deuxième, parce que j'hésitais sur mon top, vu que Papy a pris Charlotte. J'hésite entre Charlotte et le main event. Je vais prendre le main event, tout ce que ça englobe, le bon moment passé et autres. Le flop, je suis un peu pareil que Papy. Alors, j'avoue, que j'étais pas forcément passé un bon moment, mais quand je regarde ce qu'il y a eu, en fait, je me dis, ouais, c'est pas. Je flop. Compliqué. Là, je suis un peu pris de court, hein, comme j'avais déjà dit. J'ai pas fait mes gammes, j'ai pas travaillé. Je vais donner le flop. Le Retribution, c'était pas là, mais c'est pas grave. Oui, ils étaient pas là. Après, j'aurais pu parler que Tonton n'ait pas abordé la petite vignette sur Elias. Ah oui, c'est vrai, D'accord. tu fais bien. Ah, t'as raison, je l'ai. Ah ouais, je l'ai Voilà, oublié. flop à Tonton pour avoir oublié le meilleur segment du show, qui je sens, comme on avait discuté avec Ringside la semaine dernière, on se disait que les vignettes étaient sympas sur 2-3 semaines et que ça allait finir comme une merde. Et là, avec son chapeau à la Charlene Gals dans la petite maison dans la prairie, je pense que Ringside et moi avons bien vu. Du coup, voilà, je te mets le flop, Tonton, pour avoir oublié ce super segment. Et du coup, je mets... Il est mérité, je botche un segment, j'accepte ce flop, je l'accepte. C'est pas le même chapeau que l'Undertaker, mais en blanc, ou c'est moi qui me fais des films? Moi, je dis ça, je dis rien, hein. Vous verrez. Ah oui, Papy et la théorie de Elias qui revient en Undertaker. Alors là, ce serait... il lui manque quand même 15 cm, quoi. Enfin, je veux dire, pour être un Undertaker crédible, il faut être au moins culminé à 2,05 m, quoi. Merde. Mais c'est vrai, il est pas si petit que ça, mais c'est vrai qu'il fait pas 2 mètres. Ouais. Pas un 7-footer, pour ça compte. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Bon, et ton top, du coup? Du top, j'avais donné main event, flop. Ah oui, main event. Et top main event, flop Tonton, et 2,5 sur 5. Je lui donne juste la moyenne. Je vais pas passer le meilleur Raw, mais c'est un petit peu compliqué. Papy parlait de fil rouge. Un Raw, faudrait que Monday Night prenne exemple depuis très longtemps sur ce que propose SmackDown, parce que eux savent faire des fils rouges, savent faire des choses qui te tiennent du début jusqu'à la fin du show avec le champion ou la plus grosse histoire proposée sur le papier. Mais c'est vrai. Donc voilà, j'ai entendu un truc il y a pas longtemps sur des Survivor Series il y a quelques années qui parlait
Au bout du compte, SmackDown n'avait gagné aucun match d'un Survivor Series sauf celui du pré-show et Raw. Au bout du compte, depuis plusieurs semaines, c'est un peu les choses se sont inversées. Pour moi, SmackDown a toujours la dragée haute, semaine après semaine après semaine après semaine après semaine sur Monday Night Raw. Quasiment depuis qu'ils sont sur la Fox, SmackDown gagne quasiment toutes les semaines. De toute façon, gagne dans les ratings. Alors, juste un petit mot avant de passer la parole à Géliel. Sur les ratings, justement, sachez quand même que ce Monday Night Raw a fait un carton, puisqu'ils ont dépassé les 2 millions. Je crois qu'ils ont fait un truc genre 2 millions 036, je crois. Donc, gros succès d'audience, parce qu'ils étaient plutôt dans des formes de entre 1700 et 1850. Donc là, ils sont passés sur un Raw post SummerSlam à plus de 2 millions. Donc, étonnamment, des gros ratings. En plus, en sachant à quel point le Go Home Show de la semaine dernière pour SummerSlam avait été catastrophique, qui avait été super mauvais. Je referme la parenthèse. GLL, ça va topper, ça va flopper, ça va noter. Alors, ça va flopper. Que dire? Eva Marie, Karrion Kross et son déguisement, Logan Paul, Alexa Bliss, vraiment. Alexa Bliss, j'ai dit ce que j'en pensais. Je vais le filer à Eva Marie en espérant vraiment que ça s'arrête rapidement ou qu'il fasse ça en dark match. C'est bien ça en dark match, non? Hein? On va dire ça. Ou en pré-show, ouais, Zigote, t'as raison. On va tout fourrer en pré-show. Donc voilà pour le flop. Eva Marie, Doudrop, sans intérêt. Mon top, il va au main event. Vous l'avez déjà dit, sur le côté Riddle content, le Orton qui s'éclate. Finalement, on est tous embarqués en fait dans cette bonne humeur et dans ce match que j'ai trouvé quand même vraiment super sympa avec des vrais gros morceaux de bravoure de Riddle avec des beaux moves vraiment sympas. Donc voilà. Et puis une note d'encouragement que je vais mettre à 3,5. Ça fait la première. Enfin, j'avais regardé en accélérant beaucoup les derniers Raw. Et là, pas du tout. Et j'ai même fini par ramener le grand qui nous entendait nous esclaffer avec le petit. Donc on a fini le Raw à 3. Donc on a fait une meilleure audience sur la deuxième heure de Raw que sur la première heure de Raw. C'est un signe. Et donc ça mérite un 3,5 pour moi. Voilà. Ouais, alors que souvent la troisième heure, c'est le moment où tout le monde se barre, justement, à Monday Night Raw. Donc, et là, pour le coup, ça n'a pas été le cas. Bon, écoutez, c'est riche quand on est à 4. Alors du coup, moi, je vais donner mon flop. J'hésitais, et je vais me lancer quand même. Moi, je vais quand même le donner à Logan Paul, parce que le mec finalement s'est fait hijacker sa promo pendant le Moist TV là, et il n'a pas été capable de relever la tête. C'est là où on voit la différence quand même entre un vrai pro wrestler capable de gérer son mic et tout ça, comme un Miz ou comme je ne sais qui, comme un AJ Styles, et le Logan Paul au final il s'est fait hijacker sa promo par le public de San Diego, et j'ai trouvé ça quand même assez pitoyable. Moi j'ai trouvé toute cette partie de ce segment là assez pitoyable en fait. Et il m'avait déjà pas super emballé pendant la rivalité avec Sami Zayn et Kevin Owens. Je suivais cette rivalité pour Sami Zayn et Kevin Owens, certainement pas pour lui. Mais là, franchement, j'ai trouvé ça. Je me suis dit, mais putain, mais c'est pas possible que ça soit aussi faible que ça. Et je me dis, merde, c'est un YouTuber, un mec machin et tout. Je m'attendais à un type peut-être avec plus de répartie, mais non, il a jamais été capable de reprendre. Complètement submergé par le public en fait, et du coup j'ai trouvé très 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 mauvais, et ça n'a pas aidé à la qualité du segment avec le Miz et Morrison quoi. On aurait très bien pu faire un split entre Miz et Morrison sans lui, il n'y avait pas besoin de lui pour ça quoi. Donc voilà, donc mon flop va à ce jeune homme. Mon top du coup c'est bien parce que j'hésitais quand même entre 2-3 trucs, et allez, je vais rejoindre quand même, je vais quand même le donner au main event. Ouais, le main event, parce que vraiment la célébration, les échanges backstage, le délire avec la trottinette, le public encore à nouveau, quoi, hyper pour moi, toujours tellement important de toute façon. Et là, pendant ce main event, le public de San Diego, il était au taquet et c'était super bien. Et du coup, on voit tout le kiff de Riddle et de Orton. Et donc, vraiment, ça m'a fait plaisir. Et ça faisait un moment encore qu'on n'avait pas passé un Raw en terminant, en se disant, ah putain, voilà, le main event était cool et tout. À Raw, c'est tellement compliqué, quoi.
que enfin là, et puis pas de Goldberg, donc du coup j'étais quand même content qu'il n'y ait pas de Goldberg. Et Ça fait 0,5 sur la note. ouais, c'est clair que ça fait gagner des points, quoi. Et du coup, c'était un Raw pour moi largement meilleur que celui au moins des 2 dernières semaines là, auxquelles à chaque fois j'avais mis une note catastrophique. Je crois qu'à chaque fois c'était dans les 2, entre 2 et 2,5, pas plus, quoi. Donc là, je vais lui mettre une meilleure note. Pour moi, peut progresser. Je vais pas mettre une note fameuse, mais je vais quand même lui mettre un 2,75 à ce Monday Night Raw. Et j'espère que ça va progresser. J'espère que ça va progresser. Et ben voilà, écoutez, mes amis du Fatal 4-Way de Catch-Up, on arrive au bout du bout de cette review. C'était quelque chose quand même, hein. Alors, où est-ce qu'on peut nous retrouver? Déjà, pour commencer, alors, rejoignez la communauté Catch-Up sur le Discord. Déjà, les liens sont dans la description de la vidéo YouTube. Donc, n'hésitez pas à sonner la cloche, à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Pour les plateformes de podcast, vous nous retrouvez partout. Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast. Pour échanger avec les membres de la team à travers les réseaux sociaux, on est sur Twitter, on est sur Facebook, on est sur Instagram. Le site officiel de Catch-Up, catchup.lepodcast.fr. Je n'ai plus qu'à remercier les amis de ce Fatal 4-Way monstrueux, dense et velu. Merci à toi, mon zigote. Merci à toi, tonton. Merci à Papy. Merci à Géliel pour cette review de qualité. Merci, mon Géliel. Un plaisir. Merci tonton, et super moment passé ensemble. J'espère que ce sera également pas trop indigeste pour les auditeurs, et qu'on aura fait communiquer, enfin qu'on aura fait passer ce bon moment qu'on a passé ensemble là, je trouve. Ouais, je crois que les auditeurs sur Catch-Up, ceux qui nous suivent régulièrement, ils sont habitués. Des fois, ils voient des trucs à 45 minutes, des fois 1h30, des fois 2h30. J'en rebondis pour parler des trucs déjà en ligne, en fait. Et quand tu vois que on a fait un Money in the Bank 2011 à 2h26. La dernière fois, on a fait un SmackDown à 1h30 qui était plus long que le show, en fait, le SmackDown. Donc, je crois que le public de Catch-Up, il est quand même habitué, il continue à cliquer, donc ça veut dire que ça le dérange pas trop, quoi. Merci à toi, mon bon vieux papy, pour ce retour fracassant de tes vacances. Bah, merci à toi, tonton, de m'avoir permis de revenir. Et puis, merci aux deux petits jeunes. Vous pourrez avoir une autre chance la prochaine fois de repartir. Mais c'est lui qui a les clés. Papy. C'est lui qui a les clés, donc les gars, vous savez à qui il faut vous attaquer, quoi. Allez, peuple de Catch-Up, on vous fait les bisous. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait les cordes à linge plein la face. Salut Zigote. Salut tonton, salut à tous. Salut Géliel. Salut tonton, et salut à tous également. Et salut Papy. Et puis, bah, salut tonton et salut à tous, terre. Et salut peuple de Catch-Up. Bon, pour faire plaisir à Zigote, on va dire que c'était le pré-show. Ok, ça aura duré 1h40. C'est dans ses critères. Bon, c'est la Allez, durée maintenant, on moyenne attaque d'un la review. pré-show. C'est parti. Allez, 3 heures. Et un pré-show plus long que le show. C'est ça.